comment est-ce que tu deviens un top performer solopreneur ? C'est plutôt ça la vraie question. C'est d'être meilleur que les autres. Et je trouve, honnêtement, alors c'est pas du tout pour critiquer, mais je trouve que le niveau des gens n'est pas non plus extraordinaire. Quand j'étais jeune, je kiffais les jeux de stratégie, tu vois, genre Age of Empires, Ouais. Warcraft 3, Frozen Throne, etc. Et en gros, tu construis une base, t'en construis une deuxième, tu as de plus en plus de ressources, tu peux développer des choses. Quand je développe ma boîte, mes projets, j'ai l'impression de jouer à Age of Empires, tu vois. Exactement. Et je le ressens le même plaisir. Et je dis toujours aux gens que je rencontre dans l'entrepreneuriat, si tu ressens vraiment ça pendant que tu es en train de développer ta boîte, c'est très bon signe en général. Moi, c'est ça qui me stresse le plus ou qui m'angoisse le plus quand je parle avec un jeune entrepreneur. Et je sais pas si tu es d'accord. Quand tu as des amis qui sont jeunes entrepreneurs ou du moins qui veulent entreprendre et qui viennent te demander des conseils, ils sont très... est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Je vais faire ça, je vais faire ci. Et en fait, 6 mois plus tard, il n'y a toujours rien qui s'est passé. Et donc, il y a un moment où moi, je leur dis, et je pense notamment à 3 amis qui sont à Lisbonne, qui me disent souvent ça, qui me disent je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. 6 mois plus tard, il s'est toujours rien passé. Je leur dis écoute, arrête de me parler de ça. C'est la dernière fois que tu m'en parles. Tant que tu n'as rien fait, je ne veux rien entendre de ce projet. Et c'est cool de leur dire ça, parce que quand ils te disent je vais faire ça, ils me regardent et je les regarde. Et en fait, juste au regard, ils s'arrêtent de parler et disent putain, c'est vrai, je l'ai toujours pas fait. Il y avait une vidéo, un Reels qui m'avait fait sourire. La meuf, elle lui envoie un message, mais t'es où tu me trompes, etc. Et il y a le mec qui filme I'm coding. Je suis bloqué depuis une heure à débloquer ce putain de truc. Tu sais, le mec, il est minuit, il en Très drôle. C'est ça, en fait, la vie d'un grosse, quoi. Salut Kevin, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Ouais, qu'est-ce que tu penses de mon setup, toi qui as l'habitude de faire des podcasts ? Ah putain, c'est vraiment, vraiment cool. Parce que c'est hyper dur, en plus, de faire du setup. Enfin, c'est ce que je t'ai demandé, genre régler les caméras, avoir la bonne luminosité, le bon matos, installer les trucs et tout. C'est vraiment une expérience, enfin, faut des compétences, quoi. Donc, C'est le problème que j'ai, en fait, c'est que comme je suis pas dans un studio, ce que je te disais avant, selon la luminosité, j'ai pas le même rendu sur l'épisode, donc j'essaie de faire gaffe. Et mon salon là, s'est transformé... Là, je vais être tout blanc, là. Faudrait une petite maquilleuse la prochaine fois. Et tu vois, mon salon s'est transformé en studio de tournage de podcast. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc, je suis content de te recevoir. On va parler gros hacking tous les deux. Je trouve qu'il y a peu d'experts en France sur le gros hacking. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Il y en a quelques-uns. De moins en moins. Et je sais plus, je crois que je parlais de ça avec Caroline Mignon. On se disait, le gros hacking, c'est aussi un état d'esprit dans la vie. Je sais pas ce que t'en penses. En fait, avant même de devenir gros hacker, tu l'es un peu dans la vie en général. Je sais pas si tu vas me dire ce que t'en penses, mais en gros, un gros hacker, pour moi, c'est quelqu'un qui va remettre systématiquement en question les choses avant même de les valider dans son esprit, tu vois. C'est-à-dire qu'il entend une information à la télé, on lui donne une information. Dans son cerveau, c'est comme s'il y avait un filtre supplémentaire par rapport aux autres cerveaux, j'en sais rien, qui fait que t'acquiesces pas instantanément l'info. Elle passe par un filtre, le filtre du gros hacker, qui se dit mais peut-être qu'il y a moyen de faire différemment, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que... Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ouais. En fait, moi, j'ai mis du temps à réussir à vraiment définir ce que c'était le gros hacking. Pour moi, j'ai 2 phrases. La première que j'utilise du coup pour ma communication, la première, c'est contourner les systèmes. Parce que tu essaies toujours de trouver la porte qui est ouverte, tu essaies de déverrouiller la porte, etc., d'aller à contre-courant un peu des choses qui existent déjà. Et la deuxième, en termes de business, vu que c'est aussi de gros, c'est croissance, hacking, c'est hack, et je vais essayer de définir un peu plus concrètement ce que ça veut dire, c'est avoir un avantage déloyal face à la concurrence. Déloyal, ça peut être un peu péjoratif, mais moi, j'aime bien dans la communication le dire parce que c'est vrai, déjà. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées en utilisant des avantages déloyaux. Je peux utiliser par exemple un outil que je connais depuis 15 ans qui s'appelle Lusha ou Casper, qui sont des outils qui permettent de trouver le numéro de téléphone des prospects sur Internet. Ça, c'est des outils, si ton concurrent ne l'a pas et que toi tu l'as et que tu as recruté 10 commerciaux pour aller appeler tous les jours des prospects, tu as un avantage déloyal face à lui parce que tu as une connaissance qu'il n'a pas et donc du coup, tu peux aller beaucoup plus vite et capter des clients plus rapidement. Si tu arrives à aller voler les clients potentiels de tes clients en leur disant bah voilà, moi j'ai une offre qui est moins chère et qui est mieux, c'est un peu déloyal aussi, mais ça fait partie du business. Tu disais c'était axé vraiment à la base client d'un concurrent, par exemple ? Ouais. Bah, tu peux par exemple sur LinkedIn aller voir les personnes qui suivent une page entreprise
de ton concurrent et aller exporter toutes les personnes qui suivent cette page entreprise. Ensuite, demander à l'IA de repérer les potentiels clients de cette entreprise qui fait cette activité et qui te ressort une liste entière de prospects potentiels. Et ensuite, tu vas les démarcher et tu leur envoies un message beaucoup mieux. Je sens ce qui va être cool dans cet épisode, je me permets de te couper, c'est qu'on va se partager plein de hacks. Et du coup, je suis super content parce qu'on va apporter un maximum de valeur aux gens. Je pense qu'on va se faire un petit battle de hacks pendant tout l'épisode. Mais moi, j'ai un autre hack qui est pas mal sur LinkedIn, qui est dans la fonction recherche. Et en fait, c'est un fonds d'investissement qui me l'a donné. Okay. En fait, le fonds d'investissement allait prendre les top 3 investisseurs de ces 3 fonds concurrents. Et en gros, c'était mis un système d'alerte dès que ces personnes-là ajoutaient quelqu'un. Et en général, ils ajoutaient des fondateurs qui étaient en process de levée de fonds, ce qui leur permettait à eux de tout de suite aller le spotter, de l'ajouter et de rentrer dans la compétition du deal pour le côté un peu deal flow, tu vois. Génial. Il y a plein de hacks sur LinkedIn, tu vois. Il y a un nouvel outil qui est sorti qui s'appelle Break Cold, qui en fait, tu mets des prospects dans cet outil-là, donc des potentiels clients, et ça va te montrer, ça fait du sales intelligence, donc ça va montrer les posts qu'il like, ça va montrer les posts qu'il fait aussi, qu'il a écrit. Et toi, directement sur la plateforme, tu peux soit commenter, soit liker et interagir avec le prospect, comme si en fait tu le suivais à la culotte un petit peu pendant tout le processus de vente. Et à la fin, tu le démarches. Ça s'appelle Break Cold. Break Cold, donc ça peut être un bon hack. Bah voilà, non, mais ça c'est cool. Non, mais ça c'est bien parce que les gens qui nous écoutent. Donc cet outil en fait, il te permet de suivre quelqu'un à la trace, on va dire. En gros, dès qu'il fait un post, ça pop dans ton outil. C'est ça. Et tu peux du coup liker, mettre des commentaires. C'est pas mal ça comme outil. Ouais, là, on a déjà un bon hack pour les gens qui nous écoutent et on est qu'au début de l'épisode. 2 minutes. Voilà, 2 minutes première. Non, ça c'est très bien. Et parfois, je trouve que dans le business, c'est ça que j'aime dans le gros hacking, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, l'intelligence, ça n'a pas de prix. Tu vois, il y a des gens qui vont lever des millions d'euros, mais qui vont pas trouver la secret sauce pour craquer un modèle, versus des gens qui vont avec 0 avoir les 3 bons outils et réussir à faire d'énormes résultats. Moi, j'ai un exemple pour le gros hacking que je trouve cool. Doctolib, c'est pas rien. Au tout début, ils ont fait un scrapping de tous les médecins en France, ce qui est totalement interdit. Et ils ont créé toutes les fiches. Donc, quand tu tapais le nom d'un médecin, elle ressortait premier. Ouais. Et en fait, il y avait un petit call to action, je sais pas si tu te rappelles, mais en gros, il y avait un call to action en jaune, je crois, qui disait « Si tu es le médecin, clique ici pour prendre possession de ta fiche. » Et donc, pour inscrire le médecin. Exactement. Donc, tu avais le double avantage SEO. Donc, la personne qui recherche le médecin, s'il est déjà inscrit, elle peut réserver dessus. S'il n'est pas encore inscrit, tu as quand même accès. Et du coup, il y avait une acquisition de clients et médecins. Donc, le succès de Doctolib, personne n'en parle. Mais en fait, c'est un petit gros hacking SEO. Bien sûr. Sur du scrapping de médecins. Mais il y en a plein. Il y a Airbnb, il y a Hotmail qui a utilisé ces techniques-là. Le scrapping. Toutes les entreprises les plus célèbres d'aujourd'hui ont utilisé du hacking. Moi, une histoire que j'aime bien, qui est un peu borderline, mais dont personne ne parle d'ailleurs, c'est Candy Crush aussi à l'époque. Tu te rappelles, ils avaient juste développé un petit robot qui était connecté à Facebook. Et à chaque fois que tu n'avais plus de crédit sur l'application, ça envoyait un appel. Et ça, toi, tu avais mis l'autorisation parce que tu t'es inscrit avec Facebook. Et ça envoyait un message à tous tes amis pour t'envoyer 5 crédits en t'inscrivant sur Candy Crush. Donc en gros, c'était une viralité mais extraordinaire. Un spam. Moi, je me rappelle, il y avait des trucs Candy Crush partout sur Facebook. Il y avait même des mèmes qui étaient arrivés à ce moment-là. Il y a beaucoup de jeux qu'on surfait là-dessus. D'ailleurs, je sais pas, à un moment donné, il y avait un spam sur Facebook. Tu recevais des notifs de jeux de tes proches. C'est ça, en fait, c'est un hack. C'est un hack. Et sans ça, je pense que Candy Crush n'en serait pas où ils sont. Donc il y a toujours... Et c'est assez drôle parce que les entrepreneurs ne parlent pas, ou jamais, très peu, de ce genre de choses. Parce qu'ils n'en sont pas forcément fiers, déjà, je pense, mais aussi parce qu'ils ont envie de dire que leur succès vient de leur produit qui est extraordinaire. Alors bien sûr, le produit, il est extraordinaire, parce que sinon, ça n'aurait jamais marché. Mais en tout cas, il y a forcément une part de dévil, quelque part, qui va te permettre d'arriver à tes fins. Et ça, c'est le gros hacking. Donc, c'est, pour revenir à la définition de ce que je te disais au début, il y a le terme croissance, il y a le terme hack. Et en fait, le hacker, alors bien sûr, il y a la dimension pirate informatique, mais ça a été défini dans les années 80 dans le Harvard Blog comme quelqu'un qui réfléchissait avec astuce et ingéniosité. Donc c'est quelqu'un qui va, pour un problème donné, réfléchir de manière totalement différente. Et pour ça, il y a une histoire que j'aime bien raconter, c'est celle des miroirs dans les ascenseurs. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Non. En gros, dans les années 70, il y avait une compagnie d'ascenseurs, je sais pas comment ça se dit, compagnie d'ascenseurs, peut-être. Ouais, je pense. Qui avait fait une étude sur ces consommateurs qui prenaient l'ascenseur et ils avaient relevé que
80% des gens se plaignaient de la lenteur de l'ascenseur. Ils ont investi beaucoup d'argent pour faire accélérer l'ascenseur. Ils ont investi, je crois, plusieurs millions. L'année suivante, ils ont accéléré l'ascenseur de 9 secondes à 6 secondes. Ils ont refait l'étude et les gens avaient toujours l'impression que l'ascenseur était hyper lent. Puis un jour, ils ont décidé de poser des miroirs dans l'ascenseur, par hasard. Ils ont refait l'étude quelques mois plus tard et se sont rendus compte que les gens avaient l'impression que l'ascenseur allait beaucoup plus vite. Parce que les gens, quand ils arrivaient dans l'ascenseur, ils se regardaient, ils se recoiffaient, ils remettaient leurs mèches qui partaient, etc. Donc, leur perception était du coup différente puisqu'ils s'occupaient l'esprit face au miroir. Donc, ils ont investi des millions, ils ont potentiellement perdu des millions d'euros à ne pas mettre des miroirs et investir dans l'accélération technique de l'ascenseur. Parfois, ça se joue à, très peu de choses et ça leur permet, en fait, le gros hacking, c'est un effet de levier. C'est surtout comment est-ce que tu peux gagner plus avec moins. Et l'argent n'achète pas l'intelligence parce que si tu as l'intelligence de base, en gros, tes miroirs, ça peut te coûter, je sais pas, on dit, un bel ascenseur, 5 000 €, j'en sais rien. Versus des millions, tu vois, pour justement changer. En fait, c'est une approche différente du problème, en tout cas. Ouais. Contourner le problème. Mais quand je te disais au début, c'est un fil qu'on a dans l'esprit. Moi, j'aime bien aussi dire le meilleur moyen d'innover, c'est de ne pas être expert dans un domaine. Parce que justement, toi, tu arrives avec ta feuille blanche de gros hacker et en fait, tu prends le problème de base sans aucun biais. Parce que souvent, c'est ça le problème aussi. Je pense que le gros hacker, il a besoin d'avoir aucun biais dans sa manière de penser. Ouais. Sinon, les biais vont lui rendre son esprit un peu étriqué et vont l'empêcher d'être capable d'aller voir un truc, mais rien à voir, qui pourrait peut-être paraître fou au premier abord, mais qui est la clé peut-être du succès. Ouais, il y a un truc qu'un de mes amis très successful m'a dit. Il m'a dit, il y a une chose que j'admire chez toi. Il y en a une, mais beaucoup d'autres, je pense. Mais c'est que dès que tu as une idée, tu la lances. Je la fais, tout le temps. Parce que moi, toutes les idées que j'ai me paraissent jamais compliquées. Je pense toujours qu'il y a une façon simple de la réaliser. Et je vais te donner deux exemples, dernièrement, sur les trucs sur lesquels je bosse. J'étais en train de parler avec un ami qui avait plein d'idées business, etc. Donc moi, mes cibles, c'est des entrepreneurs. Les personnes qui vont m'acheter, c'est des entrepreneurs, dans la majorité du temps. Et il me disait, Kevin, j'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses? Kevin, j'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses? En me disant 2 fois et en me posant 2 fois la question, je me suis dit, putain, les nouveaux entrepreneurs ont envie d'avoir des avis sur leurs idées. Donc pourquoi est-ce que je développerais pas une plateforme dans laquelle les gens pourraient upvoter des idées, un peu comme Product Hunt. Je sais pas si tu vois très bien, c'est trop bien. Un truc de feedback. Ouais, c'est ça. Et donc là, en 20 minutes, je suis regardé sur Internet et j'ai trouvé une plateforme qui était déjà codée. Avec l'IA, j'ai corrigé les bugs et demain, c'est en ligne. Et je peux commencer à communiquer dessus. Donc, ce qui m'a pris littéralement 1 heure, pour quelqu'un d'autre ou un concurrent, il va se dire, il me faut un développeur, il me faut une charte graphique, il faut acheter des trucs. Enfin, il faut réfléchir si ça va marcher ou pas. Non, moi j'ai eu l'idée, j'ai trouvé une solution, j'ai contourné les problèmes et demain c'est en ligne. C'est marrant que tu parles de ça, il y a une tendance dans la tech aujourd'hui qui est la tendance au microservice, c'est-à-dire une tendance à vraiment utiliser l'API d'outils qui existent déjà. En fait, tu as ta brique initiale et en fait, plutôt que de développer 10 trucs from scratch, tu vas juste te connecter aux API en microservice avec 10 briques différentes. Mais ce qui est génial, c'est que s'il y a un problème sur une brique, ça n'impacte pas tout le reste. Donc, c'est un peu la mode du microservice. Donc, c'est marrant que tu parles de ça. Là, c'est d'un point de vue plus tech. Il y a plein d'outils qui sont connectés avec d'autres outils. Hein. Ouais, et souvent, même aujourd'hui, tu peux pas penser à un projet où au final, tu aurais potentiellement presque rien à coder. En fait. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, des beaux projets, ça va être juste la manière dont tu vas mettre en forme les choses. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, te connecter en API, récupérer toutes les bonnes données aux bons endroits. Mais au final, les mettre en forme différemment, les scorer différemment. Et rien que ça, c'est la valeur du projet. Donc aujourd'hui, il y a vraiment la valeur de l'UX, je trouve. C'est-à-dire que l'UX prime sur le fond, limite. Totalement. En fait, c'est le marketing aussi. C'est comment est-ce que tu vas réussir à le proposer aux gens. Je pense notamment à un outil qui existe qui s'appelle EvaBoot. Je ne sais pas si tu connais. EvaBoot, c'est un outil qui permet de faire de l'absorption de recherche LinkedIn. Donc ça t'extrait des informations sur LinkedIn et ça va te filtrer les personnes qui sont stagiaires, assistants, et donc du coup les personnes qui sont potentiellement pas intéressantes pour toi. C'était un gros problème à l'époque. Ils ont résolu ça, mais dans l'idée techniquement c'est hyper facile à faire. Moi je l'ai fait avec un Google Spreadsheet, leur idée. J'ai pas compris l'outil. En gros ça a fait une extraction LinkedIn. Okay. Donc ça t'extrait les prénoms, le nom, l'URL LinkedIn, etc., le profil des gens sur une recherche LinkedIn.
Ok, sur une recherche. Ensuite, ça te fait passer dans un robot et ça regarde si c'est un CEO, si c'est un fondateur, etc. Et ça te ressort ta liste beaucoup plus clean. Ça te clean ta liste, si tu veux. Moi, ça, je l'ai développé en 15 minutes sur un spreadsheet, Google Spreadsheets. Et du coup, il y a des gens qui payent 29 balles par mois pour utiliser cet outil, mais moi, je l'ai gratuitement. Donc, en fait, quand techniquement, tu arrives à trouver des chemins différents, des manières différentes de résoudre les problèmes, tu payes pratiquement plus vraiment d'outils. En fait. Tu codes un petit peu, toi, ou pas? Avec l'IA, oui. Maintenant. Ok. Mais non. T'avais aucun langage de base Non. Ok. Est-ce que tu peux t'allais dire un truc, non? Mais la programmation, c'est une mentalité de hacker. Savoir trouver les problèmes, essayer de savoir, ok, il s'est passé ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, un peu comme quand tu tapes quelque part, il y a un truc qui fait du bruit là-bas, tu dis, ok, pourquoi ça fait du bruit là? Et en fait, tu remontes au fur et à mesure les trucs. Donc en fait, avec l'IA aujourd'hui, tu n'as plus besoin de savoir de coder, parce que tout résonne quand tu sais entendre. Je pense qu'un bon gros hacker, c'est forcément un bon CTO pour moi. Je m'explique. Moi, par exemple, tu vois, je sais pas coder, mais je pourrais être un très bon CTO dans une boîte parce que j'ai tellement travaillé dans le web que je connais les logiques de web dont tu parles. Tu tapes un endroit et ça. Donc, en fait, il y a des logiques à comprendre. T'as pas besoin d'être développeur pour connaître ces logiques-là. Et être un bon CTO, justement, ça va être ça de savoir mettre les conditions au bon endroit. Par exemple, quelqu'un va dire, mais je vais redévelopper tout ça. Toi, en fait, en posant la bonne condition au bon endroit, ça peut te faire gagner plusieurs jours. Donc, je trouve que quand tu as cette expertise gros hacking, tu as une bonne logique de développement en général. Tu es même, je pense, meilleur que certains CTO qui sont trop techniques et qui repartent à zéro au lieu d'utiliser des bibliothèques qui existent déjà. Moi, j'ai appris beaucoup de choses à des CTO avec lesquels j'avais bossé en freelance. Donc, à l'époque, quand je travaillais dans les entreprises, je leur montrais des bibliothèques qui n'avaient même pas conscience et dans lesquelles ils perdaient des temps monstrueux à essayer de tout recoder alors que tout était déjà existant. Et donc, oui, je te rejoins à 300% sur ça, sur les CTO. À l'époque, c'était important de savoir coder quand on était grosse. Il y avait un truc que je dis souvent, faire du gros hacking sans savoir coder, c'est un petit peu comme marcher pieds nus sur des cailloux. C'est possible, mais ça fait mal. Et aujourd'hui, en fait, comme je te disais, en 5 minutes, tu peux lancer toutes les idées que tu as sans impacter le temps que tu vas y passer, enfin, tu vois, la croissance de l'entreprise, parce que ça te prend 10 minutes de le faire, en fait. Après, le développement web, je trouve, ce n'est pas... je veux pas, décrédibiliser, mais ce qui compte, c'est l'idée. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as l'idée de scraper les bonnes infos au bon endroit, ça a de la valeur, mais développer le scrapper, en fait, c'est le moyen pour arriver à l'idée. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, finalement, si tu as un bon gros hacker et que tu as les bonnes idées, ça te coûtera pas très cher de mettre en place avec un développeur, un ami que tu connais, les choses. Tu vois, souvent, par exemple, moi, quand j'ai des idées de gros hacking, un scrapper, un truc comme ça, etc., en général, c'est jamais plus d'une semaine pleine de travail, tu vois. En général, c'est 1 jour ou 2. Puis les gros projets, c'est 5 jours, mais les choses se développent assez vite maintenant. En fait, c'est un gros hacker, il s'en fout d'un truc compliqué. Lui, ce qu'il veut, c'est un truc qui fonctionne. Et si ça fonctionne et que ça marche, tant mieux. Donc oui, après, tu peux recruter un CTO pour construire ton truc, ton architecture, tous tes trucs quand tu as des clients. Mais au début, en vrai, tu vois, tu t'en fous un peu l'important, c'est que ça fonctionne. Tu vois, et tous les gros hackers que tu rencontres qui ont tous été successful dans des grosses entreprises ont tous dit, nous, notre entreprise, c'est des tuyaux qu'on a collés ensemble comme ça. Et après, en fait, tu as une dette technique, forcément, mais sans ces tuyaux que tu as collés comme ça, t'aurais perdu un temps fou, beaucoup d'argent, et t'aurais pas réussi à valider ton marché rapidement. Il y a une forme de pragmatisme finalement chez les gros hackers, je trouve, c'est-à-dire vraiment aller droit au but plutôt que de se prendre la tête pour faire une usine à gaz. Il y a un peu ce côté-là quand même. Toi, t'es gros hacker rien que pour le SEO. Et si tu veux, on peut essayer de réfléchir ensemble. Par exemple, moi, je suis en premier sur le SEO sur formation gros hacking. Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est un truc... mais je suis arrivé en première... Et d'ailleurs, à The Family, à l'époque, quand je travaillais, j'ai réussi à les faire positionner en première position aussi. Mais en fait, comment est-ce que tu t'intéresses à être en première position SEO ? Première chose que j'ai fait, c'est, OK, c'est quoi Google ? En fait, Google, il faut que ça devienne un peu limite ton petit frère, quoi, ta meuf. Faut que tu saches un petit peu qui c'est Google. Et quel est son objectif ? Google, c'est de te montrer les résultats les plus intéressants
aux personnes qui font une recherche. Et donc, du coup, Google s'est basé sur le WWW, donc le World Wide Consortium. Si je dis pas de conneries, tu vas m'arrêter parce que je suis un expert. Non, mais j'aime bien ta démarche parce que, tu vois, quand tu as cette démarche-là, je trouve que c'est une démarche très intelligente que beaucoup d'experts SEO oublient. C'est-à-dire qu'ils vont optimiser leur site, etc., mais ils oublient qu'il faut revenir à la base de la base de la base. Ouais, c'est les fondements, en fait. C'est tout en bas. Donc, moi, je tire le bout de ficelle comme ça. Et en regardant des articles sur, du coup, ces fameuses World Wide Consortium, je me suis intéressé à l'accessibilité numérique. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, mais je trouvais ça passionnant. Qu'en fait, il y a une phrase qui résume beaucoup le SEO, c'est que ton site internet doit être accessible partout, pour n'importe qui, tout le temps. Donc, ça veut dire que ton site doit se charger rapidement. Ça veut dire que ton site doit être visible, même pour des personnes qui sont aveugles. Et ça veut dire que des gens doivent naviguer dessus avec des touches, donc l'accessibilité numérique, quoi. Donc moi, j'ai optimisé la vitesse de mon site, j'ai optimisé les mots-clés, j'ai installé des outils qui suppriment des bouts de code qui n'étaient pas indispensables. Mon site, il va super vite et j'ai amélioré l'expérience aussi. J'ai changé les couleurs, tu vois, pour qu'il y ait du blanc et du noir. Donc, en fait, pour moi, ce sont les couleurs les plus... si t'es aveugle ou t'es myope. En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui sont myopes, en fait, et qui voient pas très bien les couleurs. Et quand tu arrives sur un site qui est rouge et vert, tu plisses les yeux comme ça, en fait, tu pars du site et Google le sait. C'est marrant que tu parles de ça, le contraste est de plus en plus important pour Google. C'est marrant que tu parles de ça. Ah ouais, bah... Par exemple, si tu as une police noire sur un fond un peu noir clair, Google va vraiment te pénaliser fortement, quoi. Bah ouais, bah ça m'étonne pas. Mais tu vois, et du coup, j'ai tiré un peu, et c'est ce que tu dis, le pragmatisme, en fait. C'est, OK, c'est quoi l'histoire ? C'est quoi qui fonctionne ? Et bah, on en parlait aussi sur YouTube tout à l'heure, mais en fait, t'analyses et t'en tires des hypothèses et tu les testes. Il y a pas mal de test and learn. Si tu disais j'ai une idée, je la fais. Je trouve ça, c'est un peu le gros hacker aussi. Ouais. Contrairement à celui qui a l'idée, qui la pense et qui la fait peut-être jamais. Le gros hacker, il a ce côté j'ai une idée. En fait, il y a une espèce de confiance en soi aussi. À force de régler des problèmes, je me lance. Et en fait, souvent, tu découvres le vrai problème et tu le règles pendant que tu es en train de faire. Souvent un peu dans le faire. Il y a ce côté un peu là. Ouais. Moi, j'ai en bidouillant, on va dire ça, en bidouillant les choses. Ouais. Parce que tu fais un call parmi le premier call marche pas, tu dis bah tiens je vais en essayer un deuxième, puis là il y a un petit truc qui marche et ainsi de suite, de fil en aiguille tu finis par trouver la bonne solution. En fait, à force d'avoir lancé des idées marketing, à force d'avoir publié des posts sur LinkedIn, à force d'avoir publié des posts sur Instagram, je me rends compte qu'en fait quand tu as une idée qui marche, elle est évidente et que t'as pas besoin de... Il y a peu de projets qui se sont lancés et où le mec il a dû vraiment bosser de ouf pour que ça fonctionne. En fait, t'as toujours une petite... Le marché te montre rapidement si c'est intéressant ou pas. Par exemple, on a fait un truc tous les deux. Voilà, c'était compliqué. Ça se sentait qu'on a poussé. On a mis beaucoup d'efforts dessus pour aller chercher des gens à droite à gauche. Les gens n'en voulaient pas. Est-ce qu'on en parle pour rigoler pour les gens qui nous écoutent si tu veux. On s'est chauffé tous les deux. On a une idée... on voulait craquer l'algorithme d'Instagram en gros. Ouais. On aime bien ça, craquer les algorithmes. Et donc du coup on s'est dit, pareil comme toi pour le SEO, on est reparti de la base, qu'est-ce que aime Google, résultats pertinents, etc. On s'est dit comment l'algorithme d'Instagram fonctionne. Logiquement, ce qui revient souvent, c'est le taux d'engagement, c'est le truc numéro 1 un peu en ce moment, c'est-à-dire le temps passé sur le post, mais ça va être l'engagement en termes qualitatifs, donc c'est vraiment l'engagement, et en termes quantitatifs, ça va être le nombre de likes, le nombre de commentaires, est-ce qu'ils sont longs, etc. Donc on a développé un espèce de bot sur lequel on se connectait en local. Et en gros, on voulait réunir un maximum de monde pour que, par exemple, quand toi tu fais un post, les 99 autres personnes qui font partie de ce bot-là vont venir sur ton post, vont rester genre 5-10 minutes pour faire péter le score d'engagement, vont liker, vont commenter, vont l'enregistrer aussi dans leurs favoris. Mais on s'est heurté à un problème qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'en fait les gens voulaient juste... Mais je sais toujours pas d'ailleurs ce que c'est, parce que nous on était chaud. Je pense que c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je pense que si on le fait sur 1000 personnes, je pense que notre truc marcherait. Ouais. Mais les gens ont pas voulu. Ah non, c'est ça. Pour que le bot marche, fallait laisser son ordinateur allumé. Ouais. Et en fait, les gens n'avaient pas d'ordi à laisser allumer. Ouais, mais en fait, même. Enfin. J'ai envie de te dire, genre, t'as faim. Ton Franprix, il est à 2 km, t'as la flemme d'y aller, tu vas faire les 2 km pour aller manger. Donc en fait, le problème, pour moi, c'est plus le problème. Les gens, ils se rendaient pas compte du problème qu'on essayait de résoudre. Et on a mis beaucoup d'intensité quand même. Moi, j'ai parlé à ma communauté, on a ramené des gens sur Insta. Enfin,
On a poussé le On truc. avait 50 personnes, je crois, au plus haut point, 50 ou 60 personnes. Et moi, d'un coup, j'en ai redéveloppé un là aujourd'hui et je me rends marrant, compte. En plus, j'ai forcé le truc parce que je voulais vraiment essayer. Mais je sais que c'était stupide et je sais que ça marcherait pas. Ça m'a pris beaucoup de temps pour le redévelopper. Mais ça me ramène quand même une vingtaine de likes, tu vois. Mais c'est quand tu mets de l'intensité pendant une semaine où tu partages à tes potes, où tu partages dans des groupes Facebook, tu partages sur LinkedIn, tu demandes à tes potes de repartager en story, et qu'en fait, t'as pas de... Market feed, non C'est ça, on appelle ça le market feed. J'ai pas envie de dire des mots compliqués, mais ça t'as pas d'étincelle, en fait. T'as pas d'étincelle, ouais. Et en fait, quand t'as un truc qui fonctionne, ça se sent tout de suite. C'est marrant, ça aussi, je trouve que la conviction que l'entrepreneur a, tu peux avoir de ton côté, versus le manque d'étincelle du marché. Et il faut avoir un certain pragmatisme pour se comprendre qu'en fait, s'il n'y a pas l'étincelle, c'est qu'il y a un problème quelque part. Exactement. Moi, j'ai une histoire. Enfin, le dernier succès obvious qui a marché, alors je parle dans le B2C pour lancer des projets, mais en fait, ça peut être aussi une action marketing. Par exemple, moi, ma plateforme demain, je la lance. Avec l'audience que j'ai, c'est assez facile de valider si mon idée est bonne ou pas, tu vois. Mais tu fais 2 posts LinkedIn ou tu envoies dans des groupes Facebook, etc. Tu arrives à voir si ton idée marche ou pas. Donc c'est pour ça que ça sert à rien déjà de passer trop de temps sur développer ton idée. Dis ce que tu vas faire et vois si les gens sont contents ou pas. Et si en fait ils t'engueulent parce que ta solution n'est pas encore développée, c'est que c'est bien. Et si tu fais ça, c'est que tu es dans la bonne voie d'être un bon gros hacker. Je dirais que l'inverse du gros hacker, c'est justement celui qui veut pas partager son idée, qui a peur qu'on lui vole, qui se confronte pas au marché. Ouais. Et du coup, lui, c'est pas un gros hacker. Le gros hacker, en fait, il a une idée limite. Moi, déjà, on prend un café, j'ai une idée, je la balance à WhatsApp à 3 amis instantanément, tu me l'as dit, pour avoir les retours même de 3 experts que je connais le mieux. Ouais. Pour voir leur retour. Il y a toujours ce faire. Mais même s'ils te disent que c'est de la merde, tu vas le faire quand même en général. Peut-être, mais peut-être ils vont me dire c'est de la merde, moi j'aurais peut-être fait comme ça, et de cette idée-là va rebondir, ah t'as raison, je vais peut-être faire comme ça. Exactement. Mais il y a ce côté, pas peur de se confronter en tout cas. Moi je peux pas dormir de la nuit quand j'ai une idée que j'ai pas lancée. C'est surtout ça où j'en suis à ce niveau-là, quoi. Et en fait, si ma plateforme elle fonctionne, bah fine, et j'aurais réussi. Si elle marche pas, j'ai perdu 3 heures de boulot et c'est pas grave. J'enchaîne et je fais autre chose. Là, je suis en train de développer un système de paiement plusieurs fois sur Stripe. Parce que tu peux pas faire des paiements plusieurs fois sur Stripe. T'as soit Stripe, c'est un module de paiement. C'est Alma qui te permet de payer en plusieurs fois, je crois. Alma le fait, mais il faut donner ton compte bancaire. Ils te prennent 10%, je crois. Donc en fait, moi, j'ai fait t'as soit paiement en une fois, soit paiement en abonnement. Et c'est un projet à part entière, là, ton truc. C'est une entreprise, non, ton ça truc. m'a pris un jour à le faire. Ouais, mais Alma, ça a dû leur prendre une semaine à le faire. C'est pas compliqué. Moi, j'annule l'abonnement au bout de X paiements, en fait. En fonction d'un utilisateur. Donc, c'est des appels à payer, des trucs comme ça, tu vois. J'ai développé ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est une entreprise à part entière. Quand tu pourrais vendre ça à tous les e-commerçants. En fait, moi, je le donne. Je le vends même pas. Si les gens voient que ça aide, c'est tant mieux. Parce qu'encore une fois, mon objectif, c'est d'amener des entrepreneurs dans mon tunnel. Et de devenir, tu vois, je fais juste fait par Kevin Dufresne. Ça me fait une suffisamment bonne visibilité pour pouvoir aider les gens. En fait, c'est aussi important de savoir la mission que tu as, je pense, quand tu es entrepreneur. C'est aider les gens, en fait. Et pour te faire connaître, il faut que tu montres ce que tu sais faire. Et que quand tu as aidé quelqu'un, il est redevable aussi. Pourquoi le gros hacking, c'est pas aussi développé? Tu vois, quand on en parle tous les deux, on est toujours animé par le fait de vouloir craquer des choses. Même, tu vois, moi, les gens comprennent pas parfois. La dernière fois, je suis passé sur BFM. Ouais. Et la journaliste me dit, j'en reparle souvent parce que je trouvais ça très drôle, j'en ai parlé à Caroline Mignot, d'ailleurs on en rigolait, elle me dit mais pourquoi tu postes autant pendant l'interview, tu postes autant sur LinkedIn, etc. T'essaies de chercher un petit peu comment fonctionnent les algorithmes, et je sais pas, c'est un truc que tu as ou que tu as pas, mais l'ère dans laquelle on vit, pour moi c'est important d'être connecté justement à toutes ces plateformes pour comprendre le fonctionnement. Ouais. Je pense que fondamentalement, tout le monde. Je pense que les gens qui sont pas dans cet état d'esprit-là sont surtout des gens qui n'ont pas la confiance nécessaire pour le faire. C'est surtout un problème de confiance. Il y avait une vidéo que j'ai regardée ce matin. Un mec qui dit c'était quelqu'un qui était devant une cinquantaine de personnes. Il dit on va regarder. Je vais vous montrer aujourd'hui ce qu'est un comportement de loser et ce qu'est un comportement de winner. Et donc, du coup, il sort un billet de 50, il le plie comme ça, il dit j'offre ce billet de 50 à l'un d'entre vous. Qui le veut? Et là, les gens autour commencent à rigoler,
personne ne bouge, jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui se lève pour aller prendre ce billet. Et il lui donne, Nana commence à se barrer, il dit attends, reviens. Il dit voilà, la première chose que vous devez faire, comme une attitude de winner, c'est de saisir les opportunités. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent passifs. Oh, j'aimerais que ça m'arrive, je rêve de ça. Oh, tu sais, j'ai envie de faire ça. Mais en fait, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de te lever, au moins de te lever, parce que même si vous aviez été deux, vous auriez eu 50% l'un ou l'autre de gagner 50 euros. Donc juste, lève-toi, marche, ou fais quelque chose. Et moi, c'est ça qui me stresse le plus, ou qui m'angoisse le plus quand je parle avec un jeune entrepreneur, et je sais pas si tu es d'accord, quand tu as des amis qui sont jeunes entrepreneurs, ou du moins qui veulent entreprendre, et qui viennent te demander des conseils, ils sont très... est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Je vais faire ça, je vais faire ci. Et en fait, 6 mois plus tard, il n'y a toujours rien qui s'est passé. Et donc, il y a un moment où moi, je leur dis, et je pense notamment à 3 amis qui sont à Lisbonne, qui me disent souvent ça, qui me disent je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. 6 mois plus tard, il s'est toujours rien passé. Je leur dis écoute, arrête de me parler de ça. C'est la dernière fois que tu m'en parles. Tant que tu n'as rien fait, je ne veux rien entendre de ce projet. Et c'est cool de leur dire ça, parce que quand ils te disent « Oh, je vais faire ça », ils me regardent et je les regarde. Et en fait, juste au regard, ils s'arrêtent de parler et disent « Putain, c'est vrai, je l'ai toujours pas fait ». Et juste de se rendre compte qu'ils l'ont toujours pas fait, ça les fait un peu culpabiliser. Je comprends ça, mais après, j'ai une certaine compréhension par rapport à ça, parce que c'est un peu comme le vélo. C'est-à-dire que, je sais pas comment expliquer, c'est comme plutôt le sport. C'est-à-dire que nous, on est entraîné à ça. C'est-à-dire que quand on a une idée, on l'a fait. Quand on a une idée, on l'a fait. Quand on a une idée, on l'a fait. Du coup, notre cerveau, il a un réflexe de quand il a une idée, il l'a fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est devenu une espèce de routine pour nous. Par rapport à des gens qui ont peut-être passé leur vie à avoir des idées et à pas les faire, c'est comme si c'était l'effet inverse de nous. C'est-à-dire toi, quand tu dors pas de la nuit, quand tu as une idée que tu n'as pas encore pu faire le projet, eux, ils ont aussi peut-être des blocages. Et en fait, je pense que ça doit être très difficile de passer de j'ai une idée, je la fais pas, j'ai une idée, je la fais pas. Un jour, j'ai une idée, je la fais. Ça demande de briser les routines, comme toutes les routines. D'ailleurs, je pense que c'est difficile à briser. Je pense que c'est un espèce d'entraînement aussi. C'est un muscle. C'est un muscle, ouais. Je pense que c'est un muscle et que quand t'as une idée, tu l'as fait, plus tu le fais, plus ton muscle est vraiment fort et limite, tu fais toutes tes idées au bout d'un moment, quoi. Moi, j'ai l'impression d'être un peu dans ce cas-là, tu vois. Genre, il y a 1 an, j'ai eu l'idée de faire un livre, j'ai fait un livre, tu vois, alors que... Ouais. Il y a un truc intéressant parce que tu as lié ça au sport. J'ai commencé à faire du sport il y a 5 mois. Je passais de... Alors, je sais pas si y a des gens qui connaissent le sport. Bon, vous foutez pas de moi en commentaire, mais j'étais à 20% de masse graisseuse. Donc, j'étais un skinny fat, on appelle ça. Bon, j'étais pas gros, hein, ça se voyait pas. 20%, ça va. 20%, c'est... Voilà, ça commence à avoir un petit peu de gras. Voilà, faut faire un peu attention, quoi. Faut regarder, c'est le cholestérol, faire des analyses après. Ouais, mais c'est ça le vrai problème. J'ai juste fait la masse graisseuse, Okay. tu vois. Et en 5 mois, je suis passé à 13. Et j'ai pris un coach sportif, etc. C'est pas mal 13 par contre. En 5 mois, ouais, en 5 mois, c'est énorme. Et mon coach sportif était hyper content de moi, etc. Et j'ai réussi pour une chose. Parce qu'il m'a dit une seule chose. Il m'a dit, quand il a commencé à me donner des poids qui étaient très lourds, je poussais comme ça et j'arrivais pas à soulever. Et à un moment, il m'a donné juste une technique, il m'a dit, imagine, tu as un rebond et tu arrives à soulever les poids. Okay, donc j'ai réessayé et j'ai imaginé un rebond et j'y arrivais mais hyper facilement. Il m'a dit bah tu vois ce que je viens de te montrer, c'est que c'est ton système nerveux qui te dit que t'es pas capable de soulever ce poids-là. Donc maintenant il sait que t'es capable, donc la prochaine fois tu vas y arriver. Donc le sport c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il faut déverrouiller des barrières mentales dans ton système nerveux. Mais le système nerveux c'est physique, mais c'est aussi émotionnel et sentiment. Enfin ce que t'as vécu dans ton enfance par exemple, quand ta mère te dit attention ne traverse pas sans regarder, c'est pour te protéger. Donc ton système nerveux, la prochaine fois que tu vois une route, tu vas regarder à gauche pour voir s'il n'y a pas de voiture pour éviter de te faire écraser. Donc ton système nerveux te protège contre les dangers de la vie. Et quand tu prends conscience de ça, que c'est juste mental, tu as juste à déverrouiller des barrières mentales qu'on t'a mises dans la tête, ça te bloque d'échouer. Qu'est-ce qui te fait... C'est juste de te poser la question, qu'est-ce que tu as peur dans ce que tu vas lancer ? Qu'est-ce qui t'effraie ? Qu'est-ce qui va se passer dans le pire des cas ? Il y a une phrase que un mec qui s'est lancé il n'y a pas longtemps me dit et pire quoi, tu vois, au pire quoi ? Qu'est-ce que tu vois, il va se passer quoi ? Rien. Et c'est comme aller parler à une nana aussi, tu vois, dans la rue que tu connais pas, tu vas lui parler, beaucoup de gens
oh, putain, j'ai peur, je vais être ridiculisé. Mais pas du tout. Au pire, quoi, il va rien se passer. C'est pas le au pire quoi, j'aime bien cette petite phrase, je trouve que c'est un bon hack, je trouve, non? Ça peut être un bon hack, c'est ça. Ça peut être un bon hack en mode. Parfois, il suffit pas grand chose. C'est une phrase que tu te répètes limite dès que. Parce que souvent, c'est ça, il y a ton cerveau qui t'envoie un message. Tu peux lui répondre en mode au pire quoi. Exactement, en fait, tu fais une discussion tout seul. Tu lui réponds au pire quoi tout le temps. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. J'ai dit, même ça va être cool d'échouer, parce que ça va être cool d'apprendre, en fait. Tu vois, le truc de la plateforme que je suis en train de faire, franchement, c'est trop cool. J'ai appris à utiliser un outil qui s'appelle Firebase, donc du coup, un truc d'API, et j'ai appris comment construire des API grâce à ça. Ça, je connaissais Firebase, ça, c'est pas mal. Ouais, tu vois, c'est trop bien. Maintenant, je peux aller encore plus loin dans le futur. Comment on devient gros hacker? Tu penses que toi, t'as toujours eu ça dans le sang? Ça veut dire que petit, je te dis une connerie, tu jouais à un jeu vidéo, tu essayais de trouver le hack pour aller plus vite que les autres, etc. Est-ce que tu penses que ça peut naître d'un événement de vie? D'où ça vient, ce truc-là? Je pose vraiment le truc deep, parce qu'encore une fois, je trouve que gros hacker, encore une fois, c'est un état d'esprit, sincèrement. C'est-à-dire que dans la vie, j'ai pas d'exemple comme ça qui vient en tête, mais si on te dit quelque chose, par exemple, une règle, souvent ça va être avec les règles. Par exemple, quand on est à table, on se tient comme ça, tu vois. Enfin, j'en sens, il faut se mettre comme ça. En fait, t'as plein de gens qui vont peut-être prendre la règle instantanément. Et je trouve qu'il y a l'autre état d'esprit du gros hacker en mode mais qui a déterminé cette règle déjà? Mais pourquoi? Qui a déterminé qu'il fallait se tenir comme ça? Le fils chiant, quoi. Ouais, le fils chiant déjà, c'est le fils compliqué celui-là. Voilà, toi comment tu penses? Est-ce que tu as toujours été, tu penses, un peu dans cet état d'esprit? Je trouve qu'il y a un côté par rapport aux règles, tu vois, même le gros hacker il prend jamais une règle pour acquis. Alors, il y a plusieurs choses. La première, par exemple, sur ce que tu dis, moi j'ai appris à faire de la musique seul. C'est un truc que j'ai toujours kiffé faire quand j'avais 6 ans. Je suis arrivé chez mon grand-père, il y avait un piano, j'ai passé ma journée dessus, ma mère m'a acheté un piano, m'a donné des cours, et j'étais impossible d'apprendre le piano avec cette personne-là. Jusqu'au jour où, à mes 8-9 ans, il y a un de mes meilleurs amis qui avait du coup continué à apprendre le piano, me montre comment faire du piano, et j'apprends avec lui en très peu de temps. Et je me rends compte qu'en fait, t'as pas besoin de lire les partitions pour faire du piano. En fait, t'as besoin de comprendre comment un piano fonctionne, quoi. Et du coup, j'apprends à faire du piano. La guitare, pareil. À un moment, j'apprends à faire de la guitare, pareil. Donc, en fait, il y a pas de chemin classique. Ça m'a appris qu'il n'y a pas de chemin classique. Si tu veux faire quelque chose, t'as juste à t'y intéresser et à comprendre. Tu vois, comment comprendre pourquoi le piano a ces touches-là. Pourquoi est-ce qu'il y a des touches noires? Pourquoi est-ce qu'il y a des touches blanches? Qu'est-ce que le son? Et en fait, juste de passer du temps à rechercher. En fait. Après, aujourd'hui, avec Internet, tu as plein de tutos, tu as plein de manières de pouvoir apprendre en dehors des clous. Moi, j'ai appris l'entrepreneuriat avec YouTube, tu vois. Donc, tu n'es pas obligé d'apprendre l'entrepreneuriat à l'école ou dans les livres. Et donc, c'est plus créer ta manière d'apprendre. Ensuite, la deuxième chose, c'est... donc ça m'a appris juste à me dire que j'étais capable de faire tout ce que je voulais si j'avais envie de le faire. Parce que l'école te met dans un espèce, du coup, dans le système nerveux, ça te bloque beaucoup de choses. Par exemple, tu poses une question, la question est stupide, tout le monde va rigoler. Alors ça, c'est un énorme problème, je trouve. Ça, j'en parle souvent. Imagine ce qui se passe dans ton système nerveux, parce que du coup, tu vas plus jamais poser de questions. C'est pour ça que dans les cours, les salles de cours, personne ne pose des questions quand tu comprends pas. C'est marrant ce truc-là, parce que moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup, celui-là. En réunion, etc. En fait, moi, j'adore me poser les questions qui me viennent tout de suite à l'esprit parce que j'ai conscience de ce que ça peut développer derrière. Et c'est marrant parce qu'il y a toujours un mec dans une réunion quand je pose justement la question qui peut paraître bête ou j'en sais rien et qui est peut-être pas forcément la meilleure. Parce que je sais qu'elle nourrit une discussion qui amènera peut-être à la fin à quelque chose. T'as toujours quelqu'un qui peut te regarder. Un petit truc qui se dit putain, il a vraiment posé une question de merde, lui, il doit vraiment être con, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'en réalité, toi, tu sais dans ta tête que t'as peut-être 3 coups d'avance sur ce mec-là qui est dans ses blocages passé, tu vois. Exactement. Mais c'est dramatique aussi, tu vois. C'est déverrouiller ces blocages-là. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que moi, j'étais très... j'adorais la magie, par exemple. Donc, l'illusion, un peu. Et dans la magie, tu as quelque chose de très créatif. Comment est-ce que tu caches quelque chose? Comment est-ce que tu amènes quelque chose? Très de spectaculaire. Et du coup, c'est ce qui m'a sûrement un peu influencé aussi. D'aller... rechercher, tiens, j'ai envie de faire disparaître cette tasse, comment est-ce que je peux la faire disparaître? Quels sont les outils pour le faire? Comment est-ce que je peux distraire l'attention, tu vois? Donc, tu as un espèce de connaissance psychologique et connaissance un peu technique qui a allié un peu les deux. Donc,
Après, chaque chemin de gros hacker est différent. Bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous, cette confiance un peu et ce cerveau qui fonctionne à contre. Est-ce que tu peux approcher un tout petit peu le micro, s'il te plaît, parce j'ai peur que je puisse plus entendre. On n'a pas commencé par le début. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ça, c'est la première question normalement. Ouais, ok. Du coup, on va faire le montage à l'envers. Ouais, montage à l'envers. Moi, je suis Kevin Dufraisse. Du coup, je suis le premier hacker de France. Je suis banni de pas mal de plateformes que vous connaissez sûrement parce que j'ai fait un peu le foufou dessus. Genre Le Bon Coin, par exemple. Je ne peux plus utiliser Le Bon Coin. T'as trop scrappé Le Bon Coin? Ouais, je sais pas si je vais beaucoup parler de ce sujet parce que franchement, je pense que déjà ils sont assez énervés contre moi. Putain, mais si, j'avais vu un truc passer. J'ai reçu une mise en demeure et tout. Non, mais t'avais fait un truc qui était pas mal, mais j'ai oublié. Putain, t'avais fait un script qui te permettait de choper les numéros ou un truc et d'envoyer un message automatiquement ou un truc comme ça, c'est ça? Ouais. En fait, je prenais. C'est pas mal ça. Ça m'avait marqué cet outil chez toi, tu vois. J'avais vu passer, ouais. J'avais pris le prix de vente d'un appartement. Et je l'avais multiplié par 15%. Et avec le numéro de téléphone, je disais, bah voilà, je pense que je peux je peux vendre votre appartement avec prix plus 15%. Du coup, j'ai envoyé ça à plein de personnes et du coup, tout le monde m'avait répondu parce que. T'avais fait un test pour montrer que t'étais capable de prospecter en fait, tout le monde de manière automatique. Est-ce que t'avais pas fait un outil aussi qui permet d'envoyer une note vocale automatiquement sur LinkedIn? Si. Ouais. C'est pas mal ça. Ça aussi. Ça me plaît bien comme outil. Ouais, je pouvais envoyer 300 messages vocaux. Et ça changeait mais tu mettais pas le prénom dedans du coup? Maintenant avec l'IA, oui, c'est possible. Maintenant avec l'IA, tu peux. Avec l'IA, tu peux te faire plaisir là. Ouais, tu peux même aller, je sais pas, salut Kevin, j'ai vu que t'avais travaillé dans telle boîte, moi aussi je connaissais quelqu'un, nanani. D'enchaîner, ça serait bien qu'on se parle bientôt. Et tu sais que ça, comment j'ai trouvé ce hack? J'avais une extension Chrome qui du coup envoyait un message vocal en cliquant sur le desktop. Et j'ai regardé dans le code de l'extension Chrome, donc j'ai extrait le code source de l'extension Chrome, et j'ai regardé comment est-ce que ça fonctionnait, et je l'ai reproduit en API, quoi. C'est trop bien ça. Et tu vois, ça, c'est ouf comme outil. Alors ça, c'est rien à faire. C'est rien à faire. C'est rien à faire. Mais c'est un hack de ouf. Et tu vois, c'est ça qu'on disait aussi au début, c'est juste prendre quelque chose qui existe et le remettre à ta sauce, quoi. Et avec l'IA, c'est encore plus simple aujourd'hui. T'as dit, je suis le premier hacker de France, c'est... Il y a j'en sais rien, un classement. En termes d'élèves formés, j'ai le plus grand nombre d'élèves. Ok. En termes de visibilité aussi. Alors donc du coup, sur le thème du gros hacking. Donc toi, t'es solopreneur aujourd'hui. Ouais. Et donc à temps plein, tu fais de la formation pour les gens. J'ai 2 formations. Ouais. J'ai une formation grosse du coup, qui est celle dont on parle, et j'ai une nouvelle formation qui est sortie sur l'IA. ChatGPT, qui compile en fait les deux en même temps. Ça fait tout ce qu'on vient de dire, ça décuple les opportunités de croissance. Et puis elles sont liées finalement, les deux. L'IA va beaucoup aider le gros hacking. Avec seulement le gros hacking, tu es capable de faire déjà beaucoup de choses, mais avec l'IA, tu es capable de faire beaucoup. L'IA, ça va te permettre peut-être d'être plus fin. Par exemple, sur LinkedIn, on peut imaginer des messages personnalisés. Alors, je suis pas trop fan de la rédaction LinkedIn. En revanche, sur tout ce qui est codage, automatisation, création de software, par exemple. Mais moi, j'ai une question. Si par exemple un entrepreneur vient te voir, il dit voilà, j'ai une problématique, j'aimerais générer plus de leads, etc. Est-ce que tu fais de la formation sur mesure pour lui et c'est toi qui l'as fait? Comment ça se passe dans ces cas-là? Non, ça je fais plus, pas pour l'instant en tout cas. C'est dommage ça. Tu pourrais vendre une formation 10 000 euros et je te craque ton modèle par exemple d'acquisition. En fait, je l'ai fait avec des boîtes, mais ça marche pas. Il faut que je sois seul dans le bateau pour que ça marche. Et c'est dur pour un CEO de dire bah vas-y, prends le truc et fais-le, quoi. Pourquoi? En fait, ils n'ont pas assez confiance pour déléguer à 100% le truc? Ou c'est trop pirate? Il y a des trucs un peu pirates, il y a des trucs un peu border, il y a des trucs qui n'ont pas de résultats instantanés. Donc, tu vois... En fait, moi, je suis mes intuitions et mes convictions, et j'ai pas envie de dire ah bah voilà, je vais faire ça, je vais faire ci, et en fait de justifier mes actions, parce que dans la majorité du temps j'ai raison, même si je me trompe, et si je me trompe c'est pas grave. Mais les entrepreneurs avec lesquels j'avais travaillé, c'était souvent je déteste être bloqué, en fait, tu vois. Je déteste qu'on me dise, et je pense que les gros hackers, je pense pas que le gros hacking soit un métier pour les entreprises. Je pense que c'est bien de former son équipe au gros hacking, au moins aux fondations,
et de former quelques personnes à l'expertise du gros hacking pour qu'ils puissent rentrer, etc. Mais j'ai quitté le salariat parce que c'était trop time consuming en fait de justifier ce que tu allais faire. Et comme tout CEO veut contrôler les actions, veut contrôler les trucs, ça marche pas. Donc tu fais pas de sur-mesure. Tu fais plus de sur-mesure aujourd'hui. Non. Donc tu as ta formation gros hacking. Ça, c'est une formation, comment ça se passe? C'est en présentiel? C'est du e-learning? Non, c'est du e-learning. Et du coup, moi, la grosse différence que j'ai sur les autres formations, alors depuis quelques années, depuis que... Alors je sais pas si c'est moi qui ai lancé le truc, mais en tout cas avant, je l'avais jamais vu. Moi, je mets à jour ma formation et tous les nouveaux hacks que je teste, par exemple ce hack de plateforme, je donne tout le code source avec toute l'explication de comment est-ce que je l'ai construit pour que les personnes qui ont fait ma formation puissent refaire la même chose s'ils ont la même idée, quoi. Attends, j'ai pas compris ça. Tout ce que tu développes, tu le donnes aux gens. Tout ce que je teste, tout ce que je code, tout ce que... Mais par exemple, si tu as testé un truc il y a 2 ans qui marche encore, tu leur donnes aussi. Enfin, ils ont une bibliothèque. Ouais, ils ont donc faire la formation aujourd'hui. Donc faire la formation chez toi, c'est monter en compétence sur le gros hacking, mais c'est aussi profiter d'une bibliothèque. Ouais. Et est-ce que c'est aussi profiter un petit peu d'une certaine matière, d'avoir des alumni, d'avoir un espèce de réseau de gros hackers? Bien sûr, ouais. Par exemple, demain, s'il a une question, il peut t'envoyer par un WhatsApp et tout. Tu vas loin dans cette démarche ou... Ouais, totalement. En fait, là, je suis en train de créer justement un groupe. Donc, j'ai pris les meilleurs ou les plus actifs de ma communauté. Donc, on est plus de 2000 aujourd'hui. Et en fait, on va essayer de créer un groupe. Enfin, je vais essayer de créer un groupe de hackers où toutes les semaines, on va se partager les meilleurs hacks. Et donc, du coup, je vais essayer de mettre en avant aussi des élèves et Trop sympa. Ouais. Et demain, tu peux même développer la plus grosse bibliothèque. Parce que si tes élèves commencent à développer leur truc de leur côté, ouais, je peux avoir la plus grosse bibliothèque de gros hacking en France, quoi, tu vois. Mais il y a des élèves qui font vraiment des trucs de fou. Il y en a un notamment qui a fait un truc sur l'IA qui commence des discussions automatiquement avec toi et qui répond avec l'IA, en fait, comme un commercial. Mais moi, ma question que j'ai derrière, en fait, je te trouve vraiment talentueux et je me dis, est-ce que tu pourrais pas aller plus loin avec ton projet? Parce que demain, si tu as une bibliothèque, par exemple, de 1000 applications sur des tics de gros hacking très spécifiques, ça pourrait être genre le Photolia du gros... Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le Photolia de petits outils de hack, ça serait génial, tu vois. Ouais. Mais après, il y a... En fait, dans le soloprenariat, t'as un truc qui est différent du monde startup. Moi, je suis né dans l'écosystème The Family. Tu sais, je venais de... Bon, ceux qui connaissent pas The Family, c'était l'un des plus grands accélérateurs de startup d'Europe, avec le président que vous connaissez sûrement, Oussama Ammar, qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc, j'étais le head of growth là-bas. Et dans cette génération-là, on était dans la génération startup. C'est-à-dire qu'il fallait créer une boîte avec des salariés. Voilà, et en fait, il fallait faire ce qu'on appelle du scale. Scale, c'est réduire le coût d'acquisition client et d'augmenter ta marge, quoi. En gros, typiquement, je donne un exemple. Demain, Uber, il met des voitures autonomes, il n'a plus de chauffeurs à payer, il scale. En gros, voilà, c'est ça le scale. Aujourd'hui, dans le soloprenariat, c'est différent parce que oui, tu fais beaucoup de scale, parce que en fait, moi, je vends des formations en ligne et j'ai, entre guillemets, plus rien à faire après. Donc, mon coût d'acquisition client, il est très faible, vu que tout en plus est organique. T'es premier en SEO, donc... En plus, je suis premier en SEO, exactement. Un bon ROI sur l'acquisition. Ouais, c'est à peu près 90%, 19% de marge, quoi. Enfin, 80... Ouais, c'est 99% de marge. Ouais, enfin, voilà, il y a vraiment très très peu de trucs. Et donc, l'objectif d'un solopreneur, c'est de continuer cette croissance-là, mais contrairement à une startup, si le mois, tu fais 10 000 euros par mois et tu as travaillé 20 heures, si le mois suivant, tu fais 10 000 euros par mois et tu as travaillé 2 heures, tu as fait de la croissance. Tu as fait de la croissance en temps, parce que du coup, tu es passé de 10 à 2 heures de travail. Donc l'objectif du solopreneur, c'est de stagner sa boîte à un niveau de revenu qui lui permet d'avoir le maximum de temps. Donc c'est pas du scale de croissance chiffre d'affaires, c'est du scale de temps. Pourquoi? Parce que le solopreneur recherche avant tout la liberté? Ouais. Ok, c'est le point numéro 1. C'est le point. T'as des solopreneurs peut-être qui s'en foutent, ils veulent travailler beaucoup, pas forcément. Sinon, en général, il y a ce truc-là qui revient pour toi. Il y a un côté où moi, franchement, j'étais pas forcément prêt. Est-ce que c'est pas un biais que t'as, parce que c'est toi qui est solopreneur, est-ce que tu veux la liberté ou non, c'est un truc que tu retrouves chez beaucoup de solopreneurs? C'est un truc que je retrouve chez beaucoup de solopreneurs. En fait, les solopreneurs sont très nuls dans les interactions humaines, donc dans le management, dans le recrutement. Enfin, moi, je suis pas très bon là-dedans. Et donc, j'étais vraiment seul, très, très longtemps. Là, aujourd'hui, je commence un peu à changer parce que j'ai envie de structurer et de scaler, en l'occurrence, c'est-à-dire de vraiment me dégager de la boîte et de recruter des gens pour me permettre de faire plus de chiffre d'affaires. Mais à l'époque, j'ai pas entrepris parce que je voulais beaucoup de chiffre d'affaires. J'ai entrepris parce que je voulais la liberté.
Mais souvent, c'est ça, c'est tu entreprends par passion et l'argent est une conséquence de cette passion. Et souvent, le mec qui se lance pour l'argent, ça marche pas. Toi, quand est-ce que tu as commencé à recruter, par exemple? Alors moi, j'ai été... Donc moi, c'est vrai, t'as raison. J'ai pas fait le parallèle à moi, mais j'ai été solopreneur pendant 5 ans. 2010 à 2015. Et 2015, j'ai commencé à recruter. J'ai fait 150 000 euros de chiffre d'affaires en 2015. Okay. Mais j'ai été solopreneur 5 ans en travaillant de chez moi. Donc je connais vraiment le métier de freelance, de consulting. Et qu'est-ce qui t'a... Du coup, c'est un peu, on a à peu près la même histoire. Peut-être tu t'y es pris beaucoup plus tôt. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à recruter justement aujourd'hui? C'est quand t'as eu trop de C'est quoi? Je m'en rappelle pas. Si je suis vraiment honnête, je m'en rappelle pas. Si je suis honnête. L'ambition, c'est une rencontre. Je m'en rappelle plus très bien. Ce que je sais, c'est que non, vraiment, c'est. Je m'en rappelle pas. J'ai pas envie de te dire de conneries et ce serait mentir. Tu te rappelles de ton premier salarié? D'inventer. Je me rappelle de le. Je crois que je m'en rappelle. Ouais, c'était. Je me rappelle pas de son prénom, mais parce que je sais que c'était une rédactrice. Ok. Parce que moi j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables pour le recrutement. Moi, le recrutement aussi, ça a été chaud. Mec, je recrutais au feeling, genre la pire erreur au monde. Donc maintenant, j'ai mis des process, j'ai fait un Mais attends, mais tu as recruté parce que t'as des gens. Là, je recrute depuis une semaine, là, officiellement. Est-ce que tu peux dire pour les gens qui nous écoutent combien tu gagnes par mois ou par an pour se rendre compte ou pas? Question tabou direct là. T'as vu, tu l'as pas vu venir celle-là. Je vais donner une fourchette. J'ai gagné entre 300 000 et 1 million. Ok, c'est une bonne fourchette. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que moi j'adore interviewer les solopreneurs parce que je rencontre plein d'entrepreneurs qui ont des boîtes avec plein de gens, plein de collaborateurs qui se payent, je te dis 60 000, 90 000 euros annuels, mais les gens n'ont pas conscience que c'est vraiment le quotidien des entrepreneurs. C'est pas du tout la liberté, c'est pas du tout le salaire de ouf. En fait, souvent, c'est dur. Avant d'être rentable, en fait, tu capitalises. Mais avant que ta boîte soit vraiment rentable et que tu roules sur l'or, c'est peut-être genre 5 ans, 6 ans, tu vois. Moi, je me rends pas compte, ça fait que 2 ans que je me suis lancé. Donc, toi, quand tu gagnes ça, en fait, et je l'avais dit à Ruben Taïeb ici, qui aidait les gens à grossir sur LinkedIn, qui gagnait 40 000 euros par mois. Et en tant que vous, les solopreneurs, vous réalisez pas. Vous vous rendez plus compte. En fait, vous êtes un peu déconnecté à un moment donné de la réalité vraiment de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que des entrepreneurs qui gagnent 50 000 euros par mois, vraiment, il n'y en a pas, quoi. Mais pourquoi, à ton avis? Parce que l'entrepreneuriat, c'est dur, et souvent parce que tu as des conditions financières. Donc, par exemple, quand tu fais rentrer un fonds d'investissement, tu lèves des fonds. Le fonds, il va pas accepter que tu te payes 50 000 euros par mois. Pourquoi ça va burner tout le cash. Il préfère que tu les dépenses dans ton outil pour le développer, que l'entreprise fonctionne. Enfin, il y a 1000 et une raisons qui fait que j'ai plein d'amis, j'ai des amis à moi qui gagnaient 150 000, 200 000 euros annuels dans des boîtes. Je leur disais, mais les gars, ils me disaient, j'aimerais bien lancer ma boîte. Mais je leur disais, mais tu gagnes plus que 90% des entrepreneurs, quoi. D'un point de vue salaire. Hein. Mais je pense que n'importe qui peut faire du soloprenariat et y arriver. C'est pas non plus. C'est beaucoup de travail. Il n'y a pas beaucoup de place. De mon humble avis de solopreneur, comment est-ce que tu deviens un top performeur solopreneur? C'est plutôt ça la vraie question. C'est d'être meilleur que les autres. Et je trouve, honnêtement, alors c'est pas du tout pour critiquer, mais je trouve que le niveau des gens n'est pas non plus extraordinaire. Si tu veux t'attaquer à des industries, toi c'est extraordinaire ce que tu fais, hein, je parle pas de toi, mais dans certaines choses qui se passent dans la vie sont pas non plus ouf. Ouais, tu vois plein de secteurs où tu dis il y a des trucs à faire. Conneries en fait, mais tout le temps c'est nul. Genre le service client il est nul, le produit il est nul, mais ils sont leaders et ils font des millions. Donc juste réussir à résoudre le problème de la meilleure façon possible. En fait, il suffit juste de faire 20%, 10% de mieux que ce qui existe et tu deviens dans les 2 prochaines années, tu fais 1 million par an, quoi. C'est quoi ton objectif à toi? Est-ce que tu as des objectifs personnels ou pas forcément? C'est de continuer justement de profiter de cette liberté, de continuer de vivre de ta passion, d'une certaine manière, tu vis de ta passion? Ou tu t'es fixé des objectifs en mode j'aimerais bien gagner 3 000 euros par an? Moi, j'ai pas de. Je suis quelqu'un qui est un éternel insatisfait. Donc, j'ai pas du tout célébré. C'est un problème, ça. J'ai pas du tout célébré le chiffre d'affaires que j'ai fait. Je suis pas forcément content de ce que je gagne. L'argent, c'est devenu plus une source de stress que. T'es pas content? Enfin, je me rends pas compte. Non, mais ça te. Ouais,
je me rends pas compte du tout de Parce qu'en off, je te disais, mais parce que moi j'étais un peu comme un ouf en mode putain, tu gagnes 50 000 euros par mois, 60 000 euros par mois, 70 000 euros par mois, c'est énorme. Et toi, tu me répondais vraiment en mode ouais, mais enfin, ouais. Il y a des gens qui sont. Il y a des gens qui en gagnent 500 000. Ouais, c'est ça. Mais bon, Mais c'est énorme en fait. Ce qui est important de comprendre, c'est que je dépense pas 50 000 par mois, tu vois. Genre, moi, personnellement, j'en dépasse. C'est dur à dépenser 50 000 euros par mois. C'est dur de dépenser 50 000 par mois. Donc, en vrai, c'est pas ça qui est. C'est pas après l'argent que je cours. C'est aussi un peu un. C'est devenu un jeu, en fait, je pense. C'est devenu un jeu d'aider les gens, un jeu, une mission aussi, de me battre. Et c'est pas facile, hein. Franchement, il y a des moments où tu doutes, il y a des moments où tu. Comme je t'ai expliqué, la semaine dernière, j'ai été banni de LinkedIn pendant 2 jours. Non, tu m'avais pas dit ça. Ouais, pendant 2 jours, non, même pas 24 heures. Aucune raison, je sais pas pourquoi. L'angoisse. Je perds mon compte, du coup, je leur écris, je leur dis, bah voilà, j'ai vérifié mon compte, etc. Je réactualise mon compte, je suis passé de 42 000 abonnés à 20 000 abonnés. Je fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas, j'ai perdu genre un an de taf, quoi. Genre, c'est quoi ce bordel? Je panique pas. Je regarde sur mon site internet sur Google, j'ai disparu de Google. Donc, premier sur Google, 300 visites par jour, c'est fini, terminado. Attends, mais c'est quoi le lien entre LinkedIn et Google? C'est juste ma semaine dernière, ce qui s'est passé, tu vois. C'est pas le même jour quand même, t'as pas eu cette malchance de te faire un jour après. C'est fou cette histoire. C'est vrai qu'il n'y a aucun lien entre les deux là. Aucun lien. Déférencé de Google, mon site qui pète. Fallait m'appeler, c'est pour ça. Ouais, bah. Je voulais pas te déranger avec ça, mais finalement j'ai réussi à résoudre le problème. Mais en tout cas, c'est toujours. L'entrepreneuriat, c'est toujours des problèmes. Toujours. Il faut toujours écrire. Faut toujours écrire sur LinkedIn, il faut toujours avoir des idées. Faut lutter contre les haters aussi. Il faut avoir les reins vraiment très solides. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui les ont. Je pense que, au-delà du hack, etc., un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive à prendre les problèmes et en sourire. Et sourire face aux problèmes, tu vois. Et vas-y, tu veux que je fasse quoi, de toute façon? Toi, t'es résilient par rapport à ça. T'es résilient par rapport à ces problèmes. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est une phrase de Marc Aurèle. Et je suis comme ça depuis que je suis tout petit. Alors, je sais pas si t'es comme ça aussi, mais tu sais, quand t'as des gros problèmes, en vrai, t'es pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, de toute façon? Genre, il est là. Genre, je suis d'accord, parfois, on a tendance à stresser sur des problèmes sur lesquels on n'a pas la main. Et c'est important de se dire, de toute façon, j'ai pas la main. Et juste fais le mieux, tu vois. Genre, moi, c'est un truc que je fais de plus en plus, en mode, de toute façon, j'ai pas la main. Donc, ouais. Si t'as la main, tu peux essayer d'y réfléchir un minimum. Mais si t'as vraiment pas la main dessus, autant arrêter de se stresser dessus, tu vois. Ouais. C'est une phrase de Marc Aurèle qui dit: donnez-moi la force de supporter ce qui peut être changé, le courage de supporter ce qui ne peut pas l'être, et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Genre, c'est ça, en fait. Il y a des moments où il y a des choses que tu peux pas contrôler. Et il y a un truc Alors, il y a eu 2 trucs dans l'entrepreneuriat. Moi, je sais pas si t'es d'accord. Donc, il y a ça, le côté où, ok, t'as un problème. Bon, t'as pas fait de chiffre d'affaires le mois dernier, mais vas-y, je sais que je vais y arriver le mois prochain, tu vois. Et il y a aussi l'autre côté de shit has to be done. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui laissent leur linge sale pendant une semaine, qui veulent pas le faire. Et juste à un moment, tu les prends et tu le fais. Il y a un moment, il y a des choses qui doivent être faites. Il y a beaucoup de gens qui retardent jusqu'à ce qu'ils les fassent. Et du coup, c'est un peu pareil dans l'entrepreneuriat, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées, mais ils ont besoin de prendre leur temps, tu vois. Je suis d'accord avec toi là-dessus. J'aime bien cette idée de faire. Moi, je suis très comme ça. Je fais ce qu'il y a à faire tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est limite un peu en mode militaire, mais même les conneries, il faut les faire, quoi. Je les fais. Ouais, je fais 1 milliard de trucs dans la journée. Genre, je fais ça. Chaque fois, mes potes, ils me disent: putain, mais t'as fait tout ça en un jour? Je fais: bah, je devais le faire, en fait, j'ai pas le choix. En fait. C'est quoi ton rythme quand t'es solopreneur? Est-ce que genre ça t'arrive, genre il y a des jours où genre, tu te réveilles, tu t'imposes un rythme ou pas forcément? Non. J'ai pas de réveil. J'ai pas de réveil depuis 2 ans. T'as aucun réveil? Non, mais du coup, les heures de réveil varient ou pas? Non, je me réveille tôt en général. Je suis quelqu'un de très performant le matin et moins l'après-midi. Je pense que le rythme du solopreneur qui y arrivera, c'est le rythme qu'il s'impose. C'est-à-dire le rythme qui va lui permettre d'atteindre les objectifs qu'il veut. Il y a des moments où en fait je suis devant mon ordinateur et j'ai plus d'idées, je suis plus de jus. Et juste, faut pas être coupable de se dire: vas-y, je vais au cinéma. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je voulais aller au cinéma. J'ai pas envie de bosser, j'arrive pas, j'arrête.
Je vais me promener, je vais au sport, j'ai envie de prendre soin de mon corps, je vais prendre des créneaux dans mon agenda pour le faire. Je vais investir, je vais prendre un massage par exemple, je vais investir en... C'est vraiment un peu comme un performeur, un peu un Mbappé quoi. Ouais, mais moi je vois un peu ça comme toi. Hein. Voilà, mais en fait, entrepreneur, je trouve que t'es comme un sportif, non? Tu te traites comme un Mbappé. Si tu fais pas attention à toi, tu peux te casser en milieu de chemin, tu vois. Tu peux te casser la cheville pendant la course et c'est fini, la course elle est terminée. Il faut s'écouter, il faut faire plus que ce que ton corps te demande et bien manger. Donc c'est ça, c'est plutôt ça. Est-ce que tu penses qu'un jour tu développeras une boîte en recrutant des gens, on aura suivi un peu le même parcours d'un solopreneur, puis au bout d'un moment, allez, mais là qu'est-ce qui se passe? Il recrute des gens, il lance un truc. Ouais, je pense que... Ouais, tu penses que tu vas y venir à un moment donné? Je suis encore jeune. Moi, je te pousse un petit peu pour ceux qui nous écoutent. Je t'envoie des petits WhatsApp parfois en mode, mais alors, tu lances quand ton SaaS, je te taquine un peu là-dessus. Parce qu'en général, quand tu as des bonnes compétences de gros hacking, ce qui est cool, c'est que si tu lances un SaaS, en général, tu peux trouver des méthodes d'acquisition. Tu vois, si toutes les méthodes d'acquisition que tu mets pour tes clients, tu mets tout all-in sur un projet à toi, t'as de fortes chances de pouvoir le pousser assez loin. Ouais, j'ai beaucoup de chance même d'y arriver, mais ouais, pour l'instant, j'ai pas... C'est sympa aussi hein, de capitaliser sur une entreprise, des équipes et ça, mais c'est un autre plaisir. Je pense que je dois encore me former sur le management, tu vois, recrutement. Les relations humaines, tout ça. Ouais, parce que quand tu as eu l'habitude de tout faire tout seul, t'as du mal à déléguer, t'as du mal à recruter, tu fais confiance surtout aussi aux gens. Donc je sais pas si j'ai jamais été très bon pour travailler en équipe. Ok. Je suis un peu un indie hacker pirate, tu sais, qui est tout seul sur son bateau. Je vois très bien. Est-ce que tu peux nous balancer des nouveaux hacks? Là, tu nous as fait Breakcall d'ailleurs, il a l'air pas mal cet outil. Ouais. Est-ce que tu as d'autres hacks un petit peu à nous partager, ou même des use cases, c'est-à-dire un entrepreneur qui est venu avec un problème, ce que tu as pu mettre en place pour que les gens comprennent bien ce que c'est que le gros hacking? Ouais, alors... Et je vais te demander de t'approcher un tout petit peu d'approcher le micro un peu comme ça, pour pas perdre aucune info pour les gens qui m'écoutent. L'ultime. En fait, il y a des hacks, mais ils marcheront pas si le produit est pas bon, déjà. Donc, il y a toute une dimension d'offres à bien comprendre. Je vais essayer d'en donner quelques-uns. Ce que j'ai fait dernièrement, que je me rappelle, je t'avais parlé déjà du truc Stripe, je t'avais parlé de la communauté. Alors, moi, ce que j'ai fait en SEO, ça peut être intéressant, justement, je vais te parler de mon idée et je vais avoir un petit coaching en SEO. J'ai créé, du coup, un forum. Le forum s'appelle, je sais pas si tu connais, c'est Discours. Discours, c'est le plus vieux, c'est un peu le WordPress des forums. Moi, je me suis dit, en fait, quand tu tapes des recherches un peu techniques ou gros hacking ou entrepreneur, tu tombes souvent sur un forum qui s'appelle grosshacking.fr. Il y a 14 000 membres, ça fait des années que ça existe, etc. Et moi, j'ai essayé de lancer cette plateforme-là, et plutôt que de... Je le connais, ce forum, la grosse hacking. Voilà. Tu parles de la technologie du forum? Ouais. Je la trouve pas mal d'ailleurs en termes de design, parce que les anciens, ils étaient grave old school. Ouais. Et je me suis toujours dit que ce forum était cool. Surtout que c'est bien référencé. Ça référence très bien sur Google. Donc Google aime bien cette plateforme, aime bien le code derrière. J'ai déjà suivi quelques discussions sur des sujets techniques dans ce forum-là. Ouais. Ça m'étonne pas. Et donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scrappé, donc absorbé les blogs des entreprises HubSpot, Wallaxy qui a fait un super boulot SEO aussi. Et j'ai demandé à l'IA de reformuler les titres. Donc en fait, j'ai récupéré le H1 du site internet. Donc en fait, sur un site internet, tu as H1, c'est le titre de niveau 1, H2, c'est le titre de niveau 2, et après, tu as le paragraphe, donc en général, c'est le texte. Moi, j'ai scrappé le H1, le H2, et pas le paragraphe, parce que tu avais un nombre de critères importants. Et donc, du coup, j'ai demandé à l'IA de me reformuler le titre, et j'ai réécrit, du coup, comme si j'ai créé un faux utilisateur, enfin, j'ai créé une centaine de faux utilisateurs qui posent des questions avec un contexte en dessous. Donc, hello, je voudrais faire, par exemple, un formulaire HTML, comment est-ce que je fais? Et juste en dessous, moi, j'ai répondu en générant une réponse avec l'IA. Donc, hello, voilà le script. Et ça génère un script. Donc, tu reprenais le H1, le H2, donc tu reformulais avec des questions différentes. Ouais. Et par contre, la réponse, c'était un texte totalement à part que tu générais avec une IA. C'est
pas du texte. Ouais, alors le texte juste en dessous, c'est un truc avec l'IA. Ok. Mais le script en dessous, la réponse que je donne, c'est juste un script. Et après, ensuite, je complète avec des outils. Une liste de 10 outils sur le truc. Et quel était l'intérêt de faire ça, que je comprenne? J'ai envoyé 500 messages. En fait, t'as généré 500 questions-réponses sur le forum, du coup. Ouais. Avec 2 profils différents, du coup, j'imagine. Ouais. Enfin, une dizaine de profils différents. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça top. Je sais pas si ça va marcher, mais je suis. Par exemple, si tu dis comment éviter de se faire bannir sur LinkedIn, là, on va rentrer je suis dans le en détail. première. En fait, c'est super intéressant. On va rentrer dans le détail. Moi, le premier point bloquant, peut-être, que je trouve, c'est que si tu reformules une question, c'est potentiellement la même requête sur Google par rapport à cette question-là. Et si le forum, il rank déjà avec plein de questions-réponses depuis longtemps, il va y avoir une espèce de cannibalisation entre les 2 pages sur le forum, et celle logiquement historique qui a du plus de poids parce qu'il y a peut-être 20 personnes qui ont échangé, elle continuera de rester la requête. Et en fait, un problématique, c'est qu'il y a eu une mise à jour de Google qui empêche d'avoir 2 pages qui ressortent sur la même requête. Alors, moi, par exemple, c'est... Je sais pas si tu m'as suivi sur ce point-là. Ouais, je t'ai suivi. Et donc, du coup, ta nouvelle page va pas pouvoir se référencer en même temps que celle que tu avais. C'est pas le même titre. Hein. C'est par exemple comment éviter de se faire ban sur LinkedIn. Ça, c'est le titre du blog en question. J'ai juste récupéré le titre. Et moi, c'est compte jeune, éviter de se faire ban LinkedIn. Tu vois, ça change, ça reformule un peu. Ah non, attends, en fait, j'ai pas bien compris. En fait, t'allais scraper, par exemple, je te dis une connerie, des blogs Wallaxy, sur un site internet. Wallaxy, et ensuite, je pose une question sur le blog. Okay. En fait, je croyais que t'avais scrappé dans le même forum la même question, que t'avais reformulée pour créer une autre page. Non. Mais en fait, non, c'est un autre. Ok, donc ça, c'est pas mal. Ok, c'est intéressant, ça. Sur le blog. Mais par contre, tu m'as pas dit l'objectif final d'avoir fait ça, c'est de te référencer sur ces requêtes. J'imagine que dedans, il y a des call to action vers toi, vers ton site. En fait, il y a une pop-up qui apparaît au bout de... Enfin, tu regardes le blog et si tu restes plus de 5 secondes, il y a une pop-up qui apparaît et qui te demande de t'inscrire pour lire la suite du contenu, quoi. Donc là, j'ai à peu près 3000 visites par mois depuis que j'ai lancé ça. Ok. Moi, je trouve ça bien. Je trouve que c'est une bonne stratégie. Le truc que je peux peut-être te dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a moyen de détecter, le petit hack que je pourrais te donner, c'est qu'aujourd'hui, on peut détecter les contenus qui sont générés par IA avec plein d'outils. Okay. Il y a une liste énorme que je pourrais t'envoyer. Et donc, du coup, il y a d'autres hacks qui permettraient de passer ton contenu que tu as généré par IA dans d'autres moulinettes pour que justement on sache plus que ça a été fait par IA. En gros, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ça peut être intéressant. Parce que là, le problème, c'est qu'il y a pas mal de mises à jour de Google. Donc, comme ils savent que c'est de l'IA, tu peux potentiellement te faire mal référencer ou même te voir déréférencer au bout d'un an. Après, j'ai vraiment faire passer par d'autres moulinettes, ça peut être pas mal en gros. Ouais, j'ai vraiment donné une liste d'outils. Donc, en fait, c'est XXXX avec les liens, le prix, et tu vois, comme si tu faisais un... je sais pas s'il peut repérer ça. En tout cas, c'est pas mal comme hack. Je trouve ça cool. J'ai fait ce qui serait génial pour toi, c'est qu'à terme, il y a des gens qui arrivent en SEO sur le compte, sur la question, qui s'inscrivent et là répondent sur ton premier post. Et là ce serait t'es refait. Parce que du coup, il y a un truc qui... Et par exemple... Et ce que je ferais du coup à ta place pour aller plus loin, c'est que je générais d'autres comptes utilisateurs qui viennent interagir avec ton post de départ pour créer une petite suite. En fait, plus il y a de feed, plus le feed est long, plus Google va donner de l'importance. C'est comme je vais donner un hack sur le e-commerce. Si tu tapes, par exemple, je te dis une connerie, chaussures Jordan ou un truc comme ça, Google arrive à savoir combien il y a d'items dans la page. Okay. Et donc, du coup, si entre un résultat qui a genre 2 chaussures à vendre dans sa page et un autre qui en a 25, celui qui en a 25, il a plus de chances de ressortir premier parce qu'il a plus de choix à proposer à son utilisateur, tu vois. Génial. Mais en tout cas, non, je trouve ça top. Franchement, je trouve ça top ce que tu as Parce qu'après, là, je peux partir loin. Je peux faire Wallaxy versus Lemlist, Lemlist versus... l'HubSpot versus Pipedrive. Mais moi, ce que je ferais par rapport à ça, je remonterais plus en amont et j'essaierais effectivement de savoir quelles sont les requêtes les plus tapées, au-delà même d'aller sur HubSpot et tout. Ouais. Parce que là, tu vas prendre des trucs déjà existants, mais en fait, tu pourrais même mener tes propres recherches avec des outils de mots-clés, là, pour le coup. Ouais. D'aller choper les bonnes questions et les traiter direct. En fait, tu fais liste d'outils ou script, c'est des trucs, tu vois... ok, non, top, ça, c'est top, ça. Voilà. Et donc, du coup, ça s'appelle comment, la technologie du forum pour les gens qui nous écoutent? Comment? Discours, c'est comment? D-I-S-C-O-U-R-S-E. Ok, ça c'est top. Ça c'est un bon hack. Ouais. Il y a aussi un autre hack d'ailleurs qui s'est passé quand j'ai été déférencé sur Google. Alors je parle de SEO parce que du coup je suis avec le GOAT du SEO, ultra boss.
C'est qu'en fait, j'ai été déférencé du coup de Google, et quand j'ai été re-référencé, il y a un hack qui avait très bien marché, mais c'est un peu aléatoire, c'est les schémas. Review schéma, pour être plus précis. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche formation gros hacking, par exemple Kevin Dufresne, vous avez les témoignages de mes clients, et juste en dessous, vous avez un 5 étoiles avec le nombre d'avis. Donc il y a 5 sur 5 et 280 avis. Et ça, c'est un truc qui est injecté dans le site internet, que Google lit et affiche dans les recherches Google. Ça, c'est top. Ouais. C'est les microdonnées. Ouais, en fait, ça t'augmente ton CTR. C'est-à-dire que quand toi, on voit formation gros hacking, on voit tous les résultats, sauf que le tien, il y a 5 étoiles jaunes qui apparaissent. On se dit celui-là est top, tu peux même afficher le prix. Il y a plein de. Et ça, c'est un truc que beaucoup de personnes ne savent pas utiliser. Pourtant, c'est juste un fichier qu'on injecte dans le. J'ai un petit hack pour les gens qui nous écoutent sur les microdonnées, ça c'est cool. Sur le référencement local, par exemple, je sais pas, tu es un cabinet d'avocats à Lyon. En fait, sur ton site internet, tu as une microdonnée de la géolocalisation qui se voit pas et qui envoie une info de la localité. Okay. C'est une microdonnée très spécifique. En fait, il y en a plein, des microdonnées. Mais celle-là, elle est cool, elle est pas trop connue, mais en fait, ça vaut le coup de la remplir et de l'optimiser en disant je suis à Lyon. Tu peux même donner l'adresse du centre-ville de Lyon. Okay. Et du coup, tu donnes l'indication dans le code source, parce qu'effectivement, il y a le contenu, tu dis que tu es à Lyon dans le texte, etc. Mais si tu mets en plus une microdonnée de dire que tu es à Lyon, ça va renforcer vraiment le point, la localité. Ça, c'est pas mal dans les microdonnées. Ouais. Là, tout le monde va hacker le SEO, il va reprendre des stratégies. Je sais pas quand on sort le podcast. Mais là, peut-être que j'aurai 20 000 visites par jour, tu sais. Mais là, non, est-ce que tu as d'autres hacks que le SEO pour les gens qui nous écoutent mais des trucs un peu genre. Moi, j'en connaissais un pas mal à l'époque. C'était un outil qui te permettait d'appeler un numéro de téléphone, mais en fait d'aller directement sur la messagerie de la personne et de laisser un message vocal. C'est Silk Road, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus du nom. Donc en fait, par exemple, tu mets donc dans l'outil, tu uploads, je te dis une connerie, 500 numéros. Tu lances l'outil et en fait, dans ton téléphone, à chaque fois, ça fait bonjour, voilà, je t'appelle pour tel truc. Et avec l'IA en plus, maintenant, tu peux faire des folies maintenant avec même des voix différentes. Enfin, tu peux tout faire. Je sais pas, une femme à une femme ou un homme à un homme, si tu sais si la personne est un homme ou une femme. Ouais. Et donc, du coup, tu laisses un message vocal aux 500 personnes instantanément en disant de te rappeler sur ton portable ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, ça marche super bien, surtout pour les agents immobiliers, par exemple, ça je l'avais donné. Moi, j'en ai plein des hacks. Il y en a un que j'aime bien, c'est email to LinkedIn. En gros, avec l'email, tu peux trouver le LinkedIn d'une personne, et dès que tu as le LinkedIn d'une personne, tu peux trouver la taille de l'entreprise et le dirigeant en question. Donc, tu fais un lead magnet. Un lead magnet, c'est... par exemple, j'ai fait un cours gratuit sur le gros hacking, télécharger mon e-book. Et du coup, plein de gens téléchargent le truc, sauf que tu n'as que l'email ou le prénom de la personne. Avec cet outil, tu vas être en mesure de connaître le profil LinkedIn, le prénom, le nom, le numéro de téléphone, le post, l'URL de son site internet, bref, tout ce que tu veux. Et ça, c'est un hack qui était pas mal parce que dès que quelqu'un téléchargeait ma brochure sur mon site, j'envoyais un message automatiquement sur LinkedIn en lui disant « Hello, j'ai vu que tu avais téléchargé la brochure, est-ce que tu as des questions ?» Et ça c'est pas mal, ça. le taux de réponse de ouf. C'est trop bien, ça. Ouais. Et du coup, il y a des gens, donc c'est des softwares qui le font aujourd'hui, dont je parle de ma formation, qui le font, mais pour tous les événements possibles et inimaginables. C'est-à-dire qu'une fois que tu as les informations de la personne et qu'il a mis l'email, par exemple, tu développes un software, si la personne a 14 jours d'essai, et qu'au bout de 14 jours ou 13 jours, il n'a toujours pas activé sa carte, tu peux mettre des datas dans ton site internet et déclencher des actions sur Facebook, sur LinkedIn, pardon, en disant « Hello, tu n'as toujours pas payé. Tiens, il y a un code promo, si tu veux, pour le mois, qui est de 15% sur les 3 premiers mois, active ton truc. T'as juste à la fin de ton essai pour l'activer, enjoy, quoi. C'est trop bien, ça. Tu vois, tu peux. Mais par exemple, ça. Multicanal marketing. Tu peux imaginer, j'aime beaucoup dans le gros hacking les stratégies multicanal. Ouais. Par exemple, même encore pour aller plus loin. Mais juste avant ça, peut-être de dire que par exemple, si quelqu'un vient remplir un formulaire de contact sur ton site, tu peux un jour après lui envoyer un message sur LinkedIn. Et en fait, ça arrive souvent d'ailleurs. Enfin, il y a beaucoup de SaaS maintenant. Ouais, ça se développe, ça. Ouais. Mais il y a un autre truc que j'aime bien, c'est aller plus loin. C'est genre la personne télécharge, j'en sais rien, un livre blanc sur ton site internet. 2 jours après, tu lui envoies un message sur LinkedIn.
4 jours après, tu fais une boucle, tu lui envoies un message directement sur sa messagerie vocale. 6 jours après, tu l'ajoutes sur Twitter et tu likes et retweets son dernier post. Ouais, tu peux faire ça. Tu peux faire des boucles. Il y a un outil pour ça qui s'appelle la grosse machine. Ouais, la grosse machine le fait. Ouais. C'est la grosse machine qui fait ça. Ouais. Tu fais des scénarios du coup. Personne ne le sait, mais c'est la raison pour laquelle l'outil est hyper puissant, c'est que tu peux faire tout ça, quoi. Ouais, en fait, la grosse machine, c'est, tu vois, on leur fait un petit peu de pub. Ça te permet d'avoir des scénarios très précis entre le moment où il laisse son email et en fait pendant un mois tu peux même lui envoyer un email sur sa boîte Gmail, le message vocal, like sur Twitter, l'ajout sur Facebook. Stratégie multicanal. Ça c'est hyper puissant. Après tu peux aussi faire des trucs sur Facebook. Moi je l'avais fait. La difficulté avec Facebook, ça c'est un hack qui est intéressant, c'est comment est-ce que je l'avais trouvé, parce que tu peux pas automatiser sur Facebook. Pourquoi ? Parce que Facebook, en fait, un bouton, par exemple, si je fais un bouton sur Facebook, il s'appelle XXX. Okay. Quand tu réactualises la page, ce même bouton s'appelle YY. Quand tu réactualises la page, le même bouton s'appelle AAA. Donc en fait, la classe, elle change tout le temps. C'est très fort de leur part pour éviter le scrapping. C'est très très fort. Donc du coup, tu peux pas automatiser. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour challenger, justement, en fait, même si XXX change, etc., c'est le même bout de code potentiellement qui apparaît avant et après. Est-ce que t'as pas moyen, tu vois, d'aller choper l'info parce que souvent c'est genre l'information égale et là XXX et après c'est l'information égale YYY, etc. Et en fait du coup tu peux choper quand même dans le code l'endroit et dire quel que soit le, pourrais éventuellement, quelles que soient les lettres ici, en fait ça c'est juste la position en fait. Mais en général il veut pas cliquer sur la position. Enfin, Facebook ça marchera pas. En revanche, la technique que tu peux faire, c'est vieillir ton navigateur et de lui faire croire que tu n'es plus sur Chrome, mais si tu es sur IE6, par exemple, où du coup, les mises à jour étaient complètement abandonnées, quoi. Tu vois. Donc, tu télécharges une extension Chrome, tu vieillis ton navigateur sur IE6, et là, tu as une version de 2012 bien, ça. De Facebook, et là, c'est beaucoup plus facile, et tu n'as pas de changement de classe. C'est un super hack pour le scrapping, ce que tu viens de dire, là. Je trouve, d'utiliser d'anciennes versions qui sont abandonnées par les... Et ça, peu de personnes s'en rendent compte. Il y a même aussi, sur mon bot, par exemple, Instagram, j'avais tout simplement réduit la taille de la fenêtre parce que quand tu es en responsive l'interface change, du coup c'est plus facile de repérer le bouton sur lequel tu veux cliquer. Trop bien. Voilà, tu peux aussi réduire la taille. Tu vois, c'est des petits trucs sneaky comme ça, mais ça demande de la créativité, ça demande de la recherche et voilà. Est-ce que tu as d'autres hacks encore que je puisse tout son puits de savoir? Là, je peux essayer d'en trouver un dernier. Allez, un dernier. Qu'est-ce que je pourrais te balancer en dernier? Peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être un petit hack sur les réseaux sociaux. Là, tu es sur un bot Instagram. Est-ce que tu aurais des hacks sur LinkedIn, par exemple? Les gens aiment bien LinkedIn. Après, Breakcold, il est pas mal quand même, hein, cet outil. Breakcold, ouais, c'est cool. Mais après, les outils LinkedIn, il y en a vraiment des centaines. Ça marche plus, tous les trucs de l'Empod, etc., non? Et il est un peu dark, qui est dans ma formation. En gros, vous avez possibilité de hacker les bases de données. Par exemple, les outils de découverte de numéros de téléphone, c'est des outils qui exploitent des bases de données du dark web. Quand tu trouves le numéro de téléphone de quelqu'un, c'est que c'est dans le dark web, forcément. Vous avez la possibilité de les télécharger gratuitement sur des sites internet. Moi, je ne suis pas responsable de ce que vous faites, mais en tout cas, vous pouvez les télécharger. Tu peux répéter le scénario que je comprenne bien? En gros, les informations personnelles des gens sont sur ton adresse, sur internet. Prénom, nom, adresse. Toutes les extensions, numéro de téléphone, etc. Facebook, quand il a été hacké, c'est des hackers, ils ont mis la base de données sur internet. Tes mots de passe potentiellement et tout. Ouais. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est télécharger cette base de données-là, faire une recherche LinkedIn, par exemple, sur une thématique très précise. Par exemple, moi, je cherche des freelances ou des solopreneurs ou des entrepreneurs. Depuis LinkedIn, faire un matching avec cette base de données, récupérer les emails et les numéros de téléphone personnels et les foutre dans une Facebook Custom Audience. Donc, tu envoies 10 000 personnes qui sont pile poil dans ta thématique. Et du coup, tu nourris l'algo Facebook, qui normalement te devrait te prendre, je ne sais pas, 1 an pour avoir autant de données-là. Tu lui donnes à manger sur Facebook et Facebook va te retrouver exactement les mêmes personnes par rapport aux personas que tu aurais identifiées. C'est génial, ça. En fait, sur une audience très spécifique.
Par exemple, ça peut être quoi n'importe quoi. Des gens avec un centre d'intérêt autour du sport, par exemple. Tu peux même prendre tous les Juliens de LinkedIn, par exemple. Tu filtres par prénom. Tu prends tous les Andrea qui sont commerciaux. Tu leur vends un truc à un commercial, à un truc à un commercial. Tu en exportes 5000. Tu fais le matching avec l'email et le téléphone. Tu le mets dans Facebook. Et tu dis « Salut Andrea, voici sa publicité pour toi. » tu vois. Et tu peux attribuer des messages uniquement aux personnes qui s'appellent Andrea. C'est sympa, ça. Tu vois. Faire de la personnalisation sur Facebook, ce qui n'existe pas encore aujourd'hui. Tu vois. Après, il faut voir à quel point ça marche en termes de... Est-ce que vraiment le fait de changer le prénom et de faire du custom, ça te permet de mieux vendre ? En tout cas, ça va tirer forcément plus l'attention. C'est marrant que tu parles de ça parce que ça me fait penser à... Il y a une boîte qui a surfé sur cette tendance pour vendre du prêt-à-porter. Et en gros, à un moment donné, je me prenais tout le temps la pub sur Facebook d'un pull avec écrit Ben Saïd au milieu. Donc je voyais je voyais l'image et il y avait écrit le pull Ben Saïd. Du coup, ce que j'ai compris, c'est qu'ils avaient fait de la custom audience en prenant tous les noms, mais peut-être des gens du monde entier, en mettant le pull. Tu vois, toi, t'aurais pu voir la pub du fraise sur le pull, tu vois. Ouais. Et en se disant que ça allait mieux vendre. Et tu vois, j'ai pas forcément acheté le pull en voyant Ben Saïd. Mais ça a attiré ton attention. Mais ça a attiré mon attention, par contre. Ouais. Donc, à mon avis, ça. Mais ils ont dû utiliser cette technique, du coup. Ouais. Mais là, ils sont allés loin parce qu'ils ont customisé l'image. Ils sont allés encore plus loin. Ils sont allés loin. Ils sont allés loin. Mais. C'est fort. Après, non, tu peux pas. Et ils l'ont fait, j'ai eu la pub, je me suis fait targeter et je l'ai bien vu parce que je la voyais 10 fois par jour. Donc je devais forcément être dans l'audience. En tout cas, avec écrit Ben Saïd sur le pull. C'est un hack d'attention, quoi. Avec des designs différents, avec des pulls, des t-shirts, jusqu'à ce que je craque sur une tasse, un truc avec mon nom, tu vois. C'est fort, ouais. C'est pas mal, hein. C'est un bon hack. Il y avait un mec qui avait fait ça, il était en prison et il avait fait une étude, d'ailleurs il est devenu millionnaire comme ça. Il a fait une étude sur les McDonald's, les noms de famille McDonald's, et il a envoyé des lettres avec un truc en chèque pour payer une étude sur le nom McDonald's et il est devenu millionnaire comme ça. C'est quoi ça, j'ai pas compris. En fait, il a envoyé un courrier en disant voilà, j'ai fait une étude sur le sur le nom de famille McDonald's, j'ai vu que vous vous appelez McDonald's, est-ce que ça vous intéresse de la recevoir ? Ça coûte $5. Envoyez-moi un chèque en retour et je vous envoie du coup l'étude. Et du coup, il y a des millions de personnes qui s'appellent McDonald's en France qui voulaient savoir l'étude, qui ont envoyé un chèque de $5. Le mec qui a récupéré tous les chèques de $5. C'est énorme, ça. Il a envoyé les études et il est devenu millionnaire comme ça. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas parlé, mais gros hacking, est-ce qu'on peut aussi dire que c'est dans la vraie vie dans la vraie vie ou pas? Je me rappelle d'un hack d'une boîte de soda qui a explosé aux États-Unis. Ouais. Qui consistait, en fait, je sais plus exactement ce que c'est. Ce que je sais, c'est que il prenait... je me rappelle pas assez bien, mais il prenait une fille très jolie qui... je me rappelle plus assez, mais en gros, qui abordait un mec, qui discutait, etc., qui lui laissait son numéro à la fin d'une discussion juste de 5 minutes. Il commençait à échanger par message et à la fin, en gros, elle lui proposait un truc, d'acheter un produit ou un truc comme ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le gros hacking peut marcher dans la vie réelle aussi. Ouais, totalement. Mais en fait, le hack, il est aussi psychologique. Le hack, est-ce que ça, en fait, il y a de la psychologie derrière? Mais grave, tout le temps. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses les plus importantes. Tu me parlais des hacks LinkedIn, et c'est pour ça que j'en ai pas donné. C'est que il faut d'abord comprendre l'humain pour comprendre les algorithmes. Et en fait, tu lis les bouquins moi, j'en parle beaucoup dans ma formation, de comment tu utilises le copywriting, comment est-ce que tu écris, comment est-ce que tu te fais inviter dans des podcasts. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Il faut utiliser le hack pour le faire. Mais oui, tu as des techniques. Comment tu fais ton acquisition, toi? Justement, ça peut être intéressant pour finir là-dessus, sur ta formation. Comment tu arrives à vendre toujours plus de formations? Alors moi, j'ai une stratégie de ce que je t'ai dit, c'est de récupération de maximum de leads et d'audience. Donc quand je crée des petits produits, des petits outils comme ça me permet de récupérer beaucoup d'emails. Et surtout, le plus important pour vendre, c'est de montrer ce que tu es vraiment capable de faire. T'es le cordonnier bien chaussé, tu montres un peu ce que t'as dans le ventre avant. Il n'y a que ça qui fait vendre. Et si tu dis oui, machin a fait truc, non. En fait, voilà, qu'est-ce que je vais gagner à apprendre ta formation? Donc, tu as une stratégie de contenu qui montre ton expertise. Mais les gens sur LinkedIn ne savent pas vendre. Et les gens ne savent pas vendre en ligne, en fait. Les gens, ils ne savent pas... Moi, je reçois des messages tous les jours de gens qui essaient de me vendre des trucs qui sont nuls. J'arrive pas à... Tu vois, il y avait un mec, par exemple, dans le SEO, par exemple, un mec qui veut faire fortune dans le SEO, qui dit, bah voilà, mon site internet... En fait, tu montres simplement les trucs que tu as fait. Voilà, mon site internet,
tu vois, il donne le hack que j'ai donné, par exemple. Il dit voilà, voilà ce que j'ai fait sur les SEO, je suis en train de tester. Je vais documenter ça pendant 2 semaines, suivez-moi et je vous donnerai les résultats, quoi, à la fin. Donc, c'est ce qu'on appelle, les États-Unis disent. Build in public, non, c'est pas ça? Exactement. Mais c'est aussi sell in public. Tu vois, tu build, il faut pas hésiter non plus à vendre aussi. Ok. En mode, voilà, tu vois, vous me suivez, j'ai décidé, la stratégie a ramené tel résultat. Voilà, j'ai 10 places disponibles pour le faire pour vous. C'est 3 000 € et vous n'avez rien à vous occuper, je m'occupe de tout. Ok. Et donc, tu produis du contenu, c'est du contenu texte ou du contenu vidéo aussi? moi, c'est principalement LinkedIn. Et du coup, je me mets aux emails là dans pas trop longtemps. J'ai une chaîne YouTube aussi dans laquelle j'ai partagé beaucoup de hacks que des gens sont allés. C'est quoi la chaîne YouTube? Tu peux la... Kevin Dufresne. Kevin Dufresne, okay. Ouais, DUFRAS2SE. Je vais m'y remettre d'ailleurs, essayer de faire des contenus un peu plus entertainment parce que moi j'ai des contenus très techniques, tu vois, genre. Ça marche bien aussi, hein, les gens j'ai de la valeur. Hein. Ouais, mais du coup c'est pour ça que j'ai une audience très quali et des gens dans ma formation qui sont hyper bons. Mais tu vois, le truc qui a fait le plus marrer les gens, c'est quand j'avais hacké Tinder. Et enfin, ça m'a fait faire 14 000 vues sur une vidéo. Comment t'avais hacké Tinder? Raconte, ça peut être marrant. Gros, est-ce que t'as fait un truc qui like automatiquement? Parce que ça se fait assez facilement, je pense. J'avais liké, j'avais envoyé des messages automatiquement quand j'avais un match. Okay. Ouais, ça, c'est assez facile en gros, hacking au final. Hein. C'est facile, ouais. Si tu connais les bons outils, c'est facile. Mais tu vois, c'est ce genre de truc qui fait. En gros, chaque plateforme a des usages et des personnes différentes. YouTube, c'est de l'entertainment. Et c'est vrai que même moi, j'aime bien regarder des trucs sur l'histoire, des histoires d'entrepreneurs. Celui qui est très fort, c'est Micode, que j'aime beaucoup. Lui, il a vraiment des scénarios hyper intéressants. Ça, c'est cool. Il explique des trucs compliqués de manière très simple. Je trouve ça très cool aussi, ouais. Ouais, donc j'essaie de m'inspirer un peu de ce qu'il fait. Mais c'est principalement LinkedIn où les gens. Enfin, non, t'as une strat globale en fait, finalement. T'es sur YouTube, t'es sur les réseaux, tu utilises LinkedIn. SEO aussi, ouais. SEO aussi, pas mal. En fait, pendant 1 an, j'ai vraiment été à la course au pognon. Alors, je sais pas si tu as vécu ça dans ton expérience entrepreneuriale aussi, mais maintenant, je suis plus dans la course à la structure et au long terme. C'est-à-dire comment est-ce que je peux avoir un revenu prédictif par rapport à ce que j'ai fait avant, où je connais mieux le marché, je sais plus ce qui marche ou ce qui marche pas. Et de plus, voilà, investir sur des plateformes qui sont long-termistes. Parce que LinkedIn, tu postes une fois, ton post il a disparu et c'est terminé. Donc c'est pas stable comme business. Tu postes beaucoup sur LinkedIn, toi? 1 fois par jour, ouais. 1 fois par jour. Et tu fais du lead? Comment tu fais du lead sur LinkedIn? Genre les gens t'envoient un message privé après en mode. Non, là, tu vois, en gros, moi j'ai un message automatique pour toutes les personnes qui m'ajoutent sur LinkedIn. Hello, bienvenue dans mon réseau. Voilà, si tu veux voir des techniques, inscris-toi à ma newsletter. Ça me ramène une 50aine d'emails par jour. Et là, tu vois, il y a un mec qui m'a envoyé un message tout à l'heure. Il m'a dit hello, merci pour ton message. Ça m'a convaincu d'acheter ta formation, tu vois. Donc c'est encore ça. Tu vois, il a dit putain, c'est trop cool ce message de bienvenue. J'ai envie de savoir comment le faire. Donc je vais prendre la formation. Et combien ça coûte la formation alors? Alors là, ma formation, elle coûte 850 €, formation grosse, et ma formation ChatGPT, en ce moment, elle est à 300 €, mais les prix vont changer. En ce moment, il y a une offre. Je ne sais pas si elle sera toujours dispo. En gros, pour l'achat de la formation à 850, tu as aussi la formation ChatGPT. Trop bien. Donc, elle doit être sympa. Tu fais des comment on appelle ça, des t'aides à l'utilisation de ChatGPT. Surtout sur les trucs un peu techniques, le scrapping, les trucs en fait où tu te sentais un peu frustré dans la première formation, avec l'IA, tu l'as plus. Alors justement, par rapport à ça, je demande toujours à mes invités, c'est mon hack, c'est mon gros hacking à moi sur mon podcast. Tu vas te marrant, tu vas me dire ce que tu en penses. En gros, à la fin de mes épisodes, maintenant, je demande à tous mes invités d'offrir quelque chose à quelqu'un de ma communauté. D'accord. Parce que je me dis, quelqu'un qui avait peu... En fait, tu as les gens qui écoutent, pour sûr, ça c'est bon. Mais celui qui peut hésiter sur un épisode, il se dit tiens, je vais quand même me le faire. On sait jamais, peut-être qu'à la fin, je vais avoir un truc sympa, tu vois. Okay. Et donc, du coup, ce que j'ai à te demander aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y aurait une possibilité d'offrir quelque chose à quelqu'un de la communauté? En gros, ce que je demande, c'est tous les gens qui voient cette vidéo sur YouTube, je leur demande de commenter LBT en majuscule pour Little Big Six en bas de la vidéo. Okay. Et moi, je tire une personne au sort. Ou en fait, non, je te dis ça, mais si tu as moyen de faire une offre plus globale, genre un code promo, ce serait génial, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen d'offrir quelque chose à quelqu'un de ma communauté et ensuite tu me diras ce que tu penses de ce petit hack. Est-ce que je le dis publiquement ou est-ce que tu laisses la surprise aux gens de recevoir le code promo ou le cadeau sans savoir ce qu'il y a derrière?
Et ça, c'est un hack qui peut peut-être être encore mieux. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, t'as une formation qui vaut 900 €. Genre gros code promo, et grâce à Little Big Things, t'as genre 50%, c'est la folie, tu vois, t'as bénéficié d'un vrai truc. Après, je dis un truc au hasard. Hein. Ouais. Mais parce que le fait de faire découvrir, faut que la personne interagisse. Or, tu vois, il y a peut-être le mec il a pas de compte YouTube au moment où il écoute, je préfère lui donner le truc, s'il y a moyen de lui donner en tout cas. Mais enfin voilà, est-ce qu'il y aurait moyen de créer un code promo en live ou pas ? Alors, en live... Oui, ou dans ton site, t'as pas cette fonction. Voilà. Mais on va faire Little Blessing. Mais du coup, il y a moyen de créer un code promo ou pas ? Ouais. Ok. Donc c'est moi qui vais définir le code promo. Vas-y. Mais je le dis pas publiquement, du coup, il faut que les gens publient et que tu leur envoies. Non. En fait, non, on s'est pas compris. En fait, le code en fait, non, il faut qu'on dise le code promo, comme ça, quand ils viennent sur ta page d'achat, ils mettent le code promo. On a une petite incompréhension là-dedans. Little Big Thing, alors ce sera le code promo. Ok, Little Big Things, avec le nom de un mon S podcast. à la fin. Ok. Little Big Things, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ou LBT en majuscule, plus simple. C'est ce que je fais en général. Ah, LBT, c'est encore mieux. LBT en majuscule. Ok, LBT en majuscule. Et je ferai, du coup, ça sera du 40%, je crois. C'est déjà beaucoup. C'est Si énorme. tu peux faire ça, c'est sympa. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc c'est un beau cadeau, déjà je te remercie. Donc si les gens tapent, on va mettre LBT en majuscule 40, code promo. Il faut qu'ils aillent où après pour l'utiliser ? Sur les pages de paiement. Sur le page de site. Ouais, sur Stripe. Donc c'est quoi ton site C'est formation-du-6 grosse GROWTH-du-6 hacking HACKING.fr. Ok. Et comme tu peux le voir, je suis très nul pour inventer des noms de boîtes. C'est vraiment un nom SEO, ça. Tu sais ce qu'on appelle ça ? On appelle ça un EMD dans le SEO, c'est Exact Match Domaine. Ouais. C'est-à-dire que ton nom de domaine est le mot-clé principal. En fait, mais c'était bien. Et donc LBT40, donc si j'ai 50 personnes qui viennent, c'est bon. Ouais. Ok. J'aime bien suivre les stats. En fait, figure-toi que l'un des premiers podcasts que j'ai fait ici, c'est pour une solution qui s'appelle BitStack. C'est une solution où, en gros, si tu dépenses 19,50 € au supermarché, ça t'arrondit à 20 €, donc les 50 centimes, et ça les investit directement en Bitcoin. Trop bien. Et en fait, il m'a lâché un super code promo. Si tu t'inscrivais sur BitStack, tu t'inscrivais, il t'offrait 5 € en Bitcoin. Trop bien. Et genre, le truc a explosé. Genre, il a eu des centaines, voire des milliers d'inscriptions suite à mon truc. Il m'a dit, c'est un truc de ouf. Ça lui a coûté, alors qu'il m'avait, en fait, on avait calculé son CAC, son coût d'acquisition, je peux pas le donner. Ouais. Mais c'était une opération marketing qui aurait coûté. Donc ce qui est cool avec ça, c'est que tu pourras me dire combien de gens ont téléchargé ont participé à la formation. Ouais. Donc LBT en majuscule 40 en code promo LBT sur la page 40. De vente au moment d'acheter une des formations. Et ils bénéficieront de 40%. En tout cas, c'est sympa de ta part. Avec plaisir. Et j'espère apporter un maximum de monde. Hein. Et qu'est-ce que tu penses du hack alors que j'offre à ma communauté tous les épisodes, il y a un truc. La belle vie, c'était quoi ? Je crois que c'était pas mal. Hein. Je crois que c'était. Ça me paraît gros. Faudrait que je regarde parce que c'est quoi qui m'avait offert 50 €. Ça me paraît élevé. Sur le hack psychologique, ça serait. C'est pour ça que je disais peut-être que c'est mieux de pas le dire. Parce que c'est un peu comme le casino ou les jeux télévisés. En général, tu préfères... Tu sais, les gens adorent... C'est soit tu gagnes 10 €, soit tu gagnes 1 million d'euros, quoi. Tu vois, en fait, ils adorent l'incertitude. Oui, mais là, dans le cas, comment on aurait fait, par exemple, si je ne l'avais pas dit, je leur aurais dit, par exemple, tu mets le code LBT et tu verras la promo que tu as au moment d'acheter. Ouais. Par exemple, tu penses que ça aurait été mieux. Alors, dites-nous en commentaire justement pour savoir. Ça peut être intéressant. C'est marrant parce que moi je pense pas, tu vois, on a un petit désaccord. Ouais. Je pense que t'as un meilleur. Ça se teste en vrai. Ça se teste. Mais justement, à voir. Dites-nous en commentaire. Mais le fait d'offrir un truc à la fin. Ouais, ça se fait pas en podcast. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, si tu le fais dans tous là, même. Ah ouais, ok. Tous. Alors parfois, il n'y a pas à offrir. Puis parfois, on n'a pas envie de m'offrir un truc, tu vois, on peut dire non. La personne me dit non ou. C'est un truc, mais parfois les gens n'ont pas, c'est pas un truc qui se vend, tu vois. Ouais. Tu vois, là, j'avais quelqu'un la dernière fois qui faisait un truc d'IA pour les voitures autonomes. Pas grand chose à offrir, tu vois. Ouais. Donc je lui demande pas dans ces cas-là, mais là ça s'y prête grave. Et mon audience, en fait, je vais leur apporter un maximum de valeur. Donc tu vois, avoir une formation aussi qualitative que la tienne avec 40%, c'est top, tu vois. Ouais, c'est beaucoup. Et de toute façon, ça sera plus sur mon site internet, il y aura plus d'offres, donc uniquement, du coup,
LBT40. Top. Voilà. J'ai hâte de voir. Je mettrai en commentaire combien on a, Vas-y, on a ouais. généré de. Tu me diras. Et puis... Compte à rebours. Bah écoute, trop bien. Est-ce qu'on a oublié quelque chose C'est toi qui me dis. Est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose? Je pense qu'on a envoyé pas mal de trucs là. Hein. Moi, je trouve ça pas mal. Et puis, je t'ai dit maintenant, tiens, dernière question peut-être. Ouais. Je vais faire des formats entre 1 heure et 1 heure et demie. Est-ce que tu trouves ça mieux par rapport à mes formats où j'ai déjà fait 3 heures, 3 heures et demie au début? Moi, franchement, je trouve que sur YouTube, YouTube aime bien les formats longs. Les formats très longs. Parce qu'en fait, tu laisses l'audience. En fait, passer 1000 abonnés, t'es monétisé. Donc en fait, quand t'as des formats longs... Alors, j'ai pas activé la monétisation sur ma chaîne. Mais en fait, je me suis dit, j'ai pas envie de spammer les gens. Bah, le problème, c'est qu'en fait, YouTube, il gagne de l'oseille à faire voir tes vidéos. Donc il faut que tu le fasses. Tu penses que j'aurais dû activer la monétisation? Malheureusement. Mais le problème, c'est que j'ai envie que les gens qui regardent mes vidéos se tapent pas les pubs. Mais est-ce qu'ils se les tapent quand même sans l'avoir activé? Ouais. C'est-à-dire qu'ils verront au début, au milieu, ils verront une pub, quoi. Mais j'ai pas activé la monétisation, donc comment ça se fait qu'ils voient les pubs? Ils voient pas les pubs normalement, si t'as pas activé la monétisation. Donc les gens qui regardent ma chaîne, ils sont la contents parce qu'ils se tapent jamais de pub du coup. Ouais, la monétisation. Donc c'est pas mal ça. Le risque aussi, c'est que tes concurrents peuvent faire de la publicité sur tes vidéos. Ça aussi. Tu sélectionnes l'influenceur que tu veux et... Mais en fait, j'ai compris, tu penses que si j'active la monétisation, YouTube va pousser plus mes vidéos, tu penses? Ça se teste. Moi, c'est ce que je suis en train de tester là. Parce que du coup, sur des formats de 2 heures, t'imagines, là, t'as une rétention en plus plutôt bonne. YouTube préfère montrer une page dans laquelle il va gagner de l'argent, même s'il te rémunère un petit peu, bien sûr, plutôt qu'un autre où il va pas gagner d'argent. Moi, ma question, c'est est-ce que si tu n'actives pas la monétisation sur ta chaîne YouTube, il y a quand même de la pub qui apparaît pendant que les gens regardent tes contenus? Non. Tu dirais que non, toi? Non, du coup, ils vont pas faire de l'argent sans toi, non. Mais par contre, ils peuvent te dévaloriser du coup. Ouais. Ça, c'est dangereux. Mais je crois qu'ils le font aussi, Instagram, maintenant, la monétisation. Ah, j'ai cru voir ça passer, ouais. Ouais, j'ai pas activé non plus. Ouais, voilà. En tout cas... Emmerder les gens, en fait, faut vous emmerder pour gagner de l'argent et pour plus de vues. Mais en tout cas, non, franchement, je suis content de pouvoir d'avoir pu te mettre en lumière. J'ai lancé mon podcast pour ça et franchement, le gros hacking, c'est la clé du business, tu vois. Toi, t'es un vrai hacker aussi. Hein. Moi, je suis... Bah, tu vois, je développe encore des bots d'Instagram alors que je dois gérer je dois gérer ma boîte à côté. Ouais. Les gens comprennent pas pourquoi je fais mon geek comme ça, mais c'est ce que tu disais à un moment donné. Tu m'as dit, moi, c'est un jeu, tout ça. Moi, c'est un peu pareil, en fait. Ouais, mais ça, tu t'amuses, en fait. C'est un jeu, je m'amuse, en fait. Ouais. Et les gens comprennent pas, par exemple... T'imagines, moi, je suis payé pour m'amuser tous les jours. Ouais. Mais c'est ça t'est pas arrivé parfois même des amis qui te disent je te dis une connerie, t'es pas sorti un week-end ou j'en sais, t'es resté sur des trucs qui te faisaient plaisir et qui disent tu t'es grave restreint et toi t'as beaucoup travaillé et que toi tu comprennes pas le message alors qu'en fait parce que toi en fait dans ta tête t'étais en train de jouer à un jeu vidéo dans ta tête. Ouais, exactement. Ça t'est déjà arrivé ça ou pas? Ça m'arrive tout le temps. Okay. Parce que moi ça m'arrive souvent aussi. C'est un peu problématique d'ailleurs avec les relations sentimentales par exemple. C'est vrai que c'est difficile où t'as moins de temps, t'es un peu obsédé, t'es focus sur ton truc. Il y avait une vidéo, un Reels qui m'avait fait sourire où la meuf elle lui envoie un message mais t'es où tu me trompes, etc. Et il y a le mec qui filme I'm coding. Je suis bloqué depuis 1 heure à débloquer ce putain de truc. Tu sais, le mec il est minuit là. C'est drôle. C'est ça en fait la vie d'un gros quoi. Et moi je trouve ça génial et je vais finir là-dessus. On s'en parlait en off avant de démarrer le podcast. C'est le premier truc que je t'ai dit. Quand j'étais jeune, je kiffais les jeux de stratégie, tu vois, genre Age of Empires, Warcraft 3, Frozen Throne, etc. Et en gros, tu construis une base, t'en construis une deuxième, tu as de plus en plus de ressources, tu peux développer des choses. Quand je développe ma boîte, mes projets, j'ai l'impression de jouer à Age of Empires, tu vois. Exactement. Et je le ressens le même plaisir. Et je dis toujours aux gens que je rencontre dans l'entrepreneuriat, même pour investir dans leur boîte, si tu ressens vraiment ça pendant que tu es en train de développer ta boîte, c'est très bon signe en général. Ouais. C'est-à-dire que si vraiment tu es en train de vraiment kiffer, je dirais que c'est peut-être limite la première source de réussite. C'est l'argent n'est qu'une conséquence de ce plaisir quotidien. C'est comme un jeu vidéo, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'au début, il y avait des choses que je faisais qui me faisaient chier et que j'ai rapidement supprimé pour me concentrer uniquement sur les choses que je kiffe. C'est totalement vrai ce que tu fais parce qu'au début, tu vas faire des choses qui te cassent les couilles. Par exemple, moi, je faisais plein de téléphones, de ventes, etc. Ça me saoulait. J'ai tout supprimé et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'aime dans la boîte? C'est ce que je fais tous les jours. Montrer comment est-ce que tu contrôles les systèmes, inventer de nouvelles stratégies et le montrer aux gens et que les gens soient contents de le découvrir. Et je pense que la passion
la passion, le plaisir, l'émotion que tu mets dans tes projets, ça dépasse tout le reste. Ça dépasse l'idée, ça dépasse l'exécution, ça dépasse l'équipe. Enfin, ça dépasse. En fait, il n'y a pas plus fort que les tripes, tu vois. C'est-à-dire que si tu kiffes vraiment, tu vas forcément devenir bon dans ce que tu fais. Ça. Donc la leçon, en tout cas pour conclure, c'est commencer par faire des trucs, plein de trucs que vous aimez pas, des trucs que vous aimez aussi. Concentrez-vous sur le truc dans les trucs que vous aimez pas, que vous aimez le plus, et mettez toute votre énergie dessus en tabassant le truc. Quoi. Je crois beaucoup dans ça. Trouver ça, on appelle ça la zone de génie, la zone de brillance. Ouais. Là où t'es bon et et aller tout mettre en mode all-in dans la zone de brillance pour et Ikigai exploser. qui peut t'aider à faire ça aussi. Mais bon, après, en vrai, quand tu commences à entreprendre, tu vas forcément faire des trucs qui te font chier. Hein. Mais par contre, t'as pas le choix au début. Ouais, T'as pas le choix. Donc c'est pour ça, en vrai, juste paye quelqu'un pour faire des trucs qui te font chier et toi, tu te concentres sur les choses que tu. Mais tu vois, si t'es dans une entreprise, tu veux lancer ta boîte parce que t'as une idée que tu trouves plutôt bonne, qui sur le papier est bonne, le Excel fonctionne bien, tu peux gagner de l'argent, mais il n'y a pas le côté trip, c'est très dangereux, je pense. Par contre, t'as un job et tous les soirs en rentrant, tu te mets direct sur ton ordi parce que tu vas geeker un truc que tu kiffes. Là, c'est bon signe, tu vois. Je dirais que c'est ça le bon signe. T'es déjà en train de lancer ta boîte en fait au moment où t'es en train de faire tes recherches et t'es en train de geeker un sujet, tu vois. Après, c'est exactement ça. Après, tu peux être très content de monter ton projet. Derrière, tu le lances, ça marche pas. Il faut juste en avoir conscience que partir du principe qu'en fait ça marchera pas. Et que de toute façon si ça marche ça se saura quoi. Enfin, mais quand t'es passionné j'ai l'impression que ça marche toujours. Non, quand t'es dans le truc, tu vas tellement loin dans ta passion que genre tu développes des trucs que les autres ne font pas. Ouais, mais il y a des projets en fait qui sont juste pas prêts à être lancés. Il faut avoir la vision pour prendre les bonnes trajectoires. Ouais, c'est en fait un espèce de maze, les Américains ils appellent ça un espèce de labyrinthe dans lequel il faut vite changer les trucs qui marchent pas, accentuer les trucs qui marchent. Donc parfois ton marché tu veux le mettre en ligne et les gens vont pas du tout avoir envie, ils vont être même limite méchants. Tu vas pas comprendre parce que tu offres des trucs gratuits et que les gens ils utilisent pas, alors que pour toi ça a de grave de valeur, donc tu vas dire putain mais je comprends pas. C'est-à-dire que même moi je suis sûr que si je mets ma formation gratuite demain, je suis même pas sûr qu'il y ait des gens qui vont la regarder quoi, tu vois. C'est là où le gros hacking est un petit peu vicieux parce qu'en fait vu que tu rentres dans la psychologie des gens, un produit qui n'aurait potentiellement pas marché, en l'amenant d'une autre manière, avec une perception différente, tu peux potentiellement le faire. C'est ça le hack du gros hacking en lui-même, c'est qu'il peut faire marcher quelque chose qui n'aurait pas dû marcher en faisant naître un sentiment différent chez les gens, tu vois. Totalement. C'est là où c'est quand même assez vicieux comme matière. Après, tu sais, les commerciaux, c'est pareil, ils te vendent des trucs parce que tu leur fais confiance. Moi, j'ai pas de. C'est un peu comme les gens qui ont dit non à la publicité en ligne, qui ont dit oui, ils volent mes données, c'est pas cool, etc. En fait, moi, j'étais très content quand Facebook me proposait des trucs que je voulais acheter et dont j'avais besoin, tu vois. Moi, c'est pareil. Et là, aujourd'hui, je reçois que de la merde, ça me saoule. Mais j'étais content que Facebook ait mes données pour me vendre des trucs dont j'ai besoin. Donc, le gros hacking, c'est ça. Faut pas avoir le truc un peu en mode sneaky, machin. C'est juste. T'as un problème, on va le résoudre. Et ça le résout bien. Surtout ça. Ok, trop bien. Bah écoute, merci pour ton temps. Je redonne le code promo LBT en majuscule 40. Ouais. Et le site, donc c'est formation. Gros hacking. Vous tapez formation gros hacking. Non, je suis. De toute façon, je le mettrai dans le commentaire, mais c'est juste pour me rappeler formation gros hacking. Ouais. Ou d'ailleurs, t'es premier en formation gros hacking. Ils vont voir, donc bravo. Voilà, à part si Google décide de me redéférencer pour aucune raison. Mais ça dépend des mises à jour. J'avais un hack SEO que j'avais fait aussi. Allez, un dernier hack. Sur ma page, les gens vont le voir quand ils vont sur le mobile. Il y a une pop-up qui s'ouvre et qui dit visiter la version mobile. Du coup, j'ai vraiment une application mobile. Quoi. Pas mal. J'ai un autre hack aussi, du coup, par rapport à ça qui est ouf. J'ai développé un script de pop-in exit. La pop-in exit, c'est-à-dire que dès que ta souris sort du cadre de la fenêtre, en fait, donc en général, quand ta souris sort de la fenêtre, en fait, de la zone de navigation, c'est que tu es prêt à faire. En fait, c'est que tu peux pas faire deux choses différentes. C'est que soit tu vas dans un autre onglet, soit tu fermes la page. Ouais. Et donc, avant même que tu aies changé d'onglet ou que tu aies fermé la page, là, tu te prends la pop-in qui t'envoie du méga lourd pour choper l'email. Quoi. Moi, j'ai un truc encore plus vicieux. Vas-y.
Mais il est En pas fait, mal celui-là quand même. Non, moi j'aime bien celui-là. l'exit Simon Tech pop-up. depuis toujours. Et ça, c'est sur mon forum, j'ai dit comment coder une exit pop-up. Donc, Ok. si vous tapez comment coder une exit pop-up, vous allez trouver le bout de code pour le faire. D'ailleurs, attends, quelle est la. Parce que moi je dis. Avant je disais pop-up et mon ancien CTO m'a saoulé en me disant c'est une popine. Je sais pas quelle est la différence, mais je dis le pop-up. truc apparaît au milieu de l'écran. Bon, bref. Du coup, je dis j'utilise pop-up. popine maintenant, mais c'est une pop-up en vrai. Ouais, c'est pop-up. Moi, j'avais fait un truc, c'est plus sur le. Tu sais, quand tu reçois un message sur Facebook et que tu as l'onglet et que tu n'es pas sur l'onglet, bah, tu as Attends, un quand tu truc reçois un qui message apparaît sur dans l'onglet. Facebook. Quand tu reçois un message sur T'as une Facebook dans Messenger. notification qui apparaît sur l'onglet, ouais. Dans Messenger. Ouais, dans Messenger. Tu as un message qui apparaît dans l'onglet. Je vois pas ça ce Tu que vois c'est. pas. Par En exemple, tu es sur Facebook Google. Tu as une page qui est Facebook. Tu as une page Messenger Facebook. Tu reçois un message. Et en fait, tu as une Et personne notification. n'utilise Messenger sur desktop. Non, bah alors d'accord, je te dis WhatsApp. Alors, ok, tu dis WhatsApp. Et personne n'utilise WhatsApp sur desktop non plus. Parce que toi, tu utilises ton. En fait, t'es Ok, t'es mal habitué parce que tu utilises ton ordinateur de bureau. tu des- reçois le message d'un chatbot d'un site internet. Ok. Ok. Tu as une notification de message, quoi. En fait, ton onglet, tu as un truc qui dit un nouveau message. Je vois très bien. Donc, moi, ce que j'ai fait, quand tu cliquais et tu sortais de mon site, je l'arrêtais parce que du coup, les gens, ils n'en pouvaient plus. Mais en fait, ça cliquait, revenez sur l'onglet. Et du coup, les gens revenaient et ils terminaient leur achat, quoi. Et je leur montrais ensuite la pop-up. C'est trop marrant ça. Moi, je les informais qu'il fallait revenir depuis l'onglet. Il y a un truc qui est top aussi maintenant, c'est les web notifications. C'est-à-dire qu'en gros, Ouais. tu sais, t'as les push notifications dans les apps mobiles, mais t'as les push notifications maintenant sur desktop, ouais. Ouais. Donc en gros, si tu vas sur le site, un média par exemple, et que tu mets oui au moment des. Jamais ça, mettre oui. tu te prends des Signal. push notifications, J'en veux One pas. Signal, Ouais. qui est l'outil qui tourne derrière en général pour Ouais. les push notifications, sur ton ordinateur de bureau en haut à droite. Ça, c'est puissant par contre. Et en fait, le T'as truc, des c'est taux que de clics qui sont énormes. tu cliques sur oui sans t'en rendre compte et t'es niqué pendant. Et ça, c'est un bon hack, je trouve, d'avoir des push notifications pour les gens qui passent sur leur site. Parce Ouais. qu'après, tu peux avoir une grosse base de push notifications sur une info, une actualité, et t'as des gros taux de clics. Ouais. Je crois que je l'ai toujours. Je crois que j'ai eu 500 personnes qui avaient fait oui. Ah, tu l'avais mis là-dessus sur ton site au hein. début, ouais. Mais tu vois, tous ces hacks, moi, il y en a un que j'adore aussi, un dernier, c'est l'email remarketing pour les paniers abandonnés. Ouais. C'est-à-dire que tu es en cours d'achat, je sais plus c'est quoi les stats, mais c'est huge les gens qui abandonnent. Ouais. C'est genre même plus de 50%, non? C'est Ouais. énorme. Les gens qui commencent le parcours d'achat et qui abandonnent pendant le parcours. Et en fait, tu te prends des emails remarketing sur le fait de continuer ton panier. Ouais. À genre 1 heure après, J+1, J+3, mais genre tu peux te prendre 10 emails pour que le mec ait finalisé son Ça, c'est panier. Tu hyper vois. smart. Ouais. Il y a un outil qui s'appelle Drip, je crois qu'il le fait. DRI. Moi, je connais une solution qui s'appelle Squadata. Squadata. C'est des mecs qui sont à Lyon, ça marche Ok. très bien. Ouais. Bah, voilà, les deux outils de. Ça, c'est c'est pas vrai que mal. c'est smart. Bon, c'est bien, il y a au moins des gens qui nous écoutent, il y a au moins un outil qui va Jusqu'à la sortir, non fin, il faut rester parce Ouais. qu'on a balancé les pépites Ouais. à la fin aussi. L'email remarketing pour tous les e-commerçants, à mon avis, il est pas mal celui-là. Ouais. En tout cas, merci, encore merci pour ton temps et puis à Merci bientôt toi. alors. C'était un plaisir. À Ciao. bientôt, ciao.